Tu joues à quoi? Clash of Clans. Non. Ah non. C'est ta console le bruit? Non. Passe pas cette salade de champignons. Moi ça va. Ouais, pareil, franchement. Moi j'ai un bon transit. Ouais. Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu me l'avais juré. Mimi, on est trop content de t'avoir dans notre émission, dans Spoilers. Pour te présenter, tu es Mimi Hegel, créatrice de contenu, podcasteuse, streameuse, autrice également. Voilà, ça te résume bien. Tu as pour habitude de débriefer des séries. Tu as fait qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait House of the Dragons. Tu as fait Yellow Jacket, un format qu'on aime beaucoup également. Ouais, complètement. Les longues analyses, généralement plus longues que l'épisode dont on parle, c'est ce que j'aime consommer. Aller dans le détail, ouais. Et tu l'as fait pour The Last of Us. Et oui, depuis la saison 1. Oui, c'est ça. Attends. Est-ce que tu as un genre que tu préfères? En série télé, je pense que je dirais quand même le fantastique, parce qu'il y a quand même beaucoup de mes séries phares, comme Lost, etc., qui tombent dedans. Après, globalement, les séries de genre, quoi. On a quand même, c'est le seul point commun entre toutes les séries que je traite, c'est qu'il y en a très peu qui se passent juste dans le monde réel avec des gens réels qui n'ont pas de pouvoir ou de dragons, ou de technologie leur permettant de couper en deux leurs identités pour aller travailler. C'est aussi un point commun avec Spoilers, donc vraiment c'est parfait. Oui. On est bien tous ensemble. Et jeux vidéo, on est comment? Tu n'as pas fait The Last of Us 2 en jeu vidéo? Non, je joue pas aux jeux d'action, je tire très mal, je stresse, je déteste quand des ennemis m'attaquent. Par contre, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je suis assez passionnée. Et je suis plutôt une joueuse de cozy game et un peu de roguelite. Mais de par aussi la vie que je partage avec mon compagnon, Modus, qui lui est journaliste jeux vidéo, j'en apprends beaucoup même sur des jeux qui sont pas à mon style. Et par contre, The Last of Us, je suis pour l'instant inspoilé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la suite. Waouh. Je ne savais pas jusqu'à une semaine avant ce qui se passerait dans la saison 2. Donc vraiment, je suis l'accident plutôt de club de passée entre golf, les tu n'étais gouttes. pas au courant de... Je l'ai su une semaine avant parce que quelqu'un l'a tweeté. Ouais. Ça m'a saoulé. Et du coup, là, tu te préserves pour la suite de manière... On verra combien de temps ils mettent à la sortir cette saison 3. Je pense que c'est surtout ça qui va jouer. Et je suis pas hyper confiante sur le fait de pas me faire spoiler avant. Car les gens ne font pas attention sur Internet. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Moi, ça m'a presque étonné qu'ils mettent autant de temps à spoiler. Alors, on le dit maintenant, on va spoiler sans vergogne. Allez, on va pas refaire la Joël même erreur. meurt. Voilà, Joël meurt. Il meurt, mais... 2 Il meurt, mais violemment, mais vraiment. Il y a un club de golf cassé dans la gorge. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Voilà, tout Parce est posé. qu'il a tué le papa de Abby. Voilà, là c'est pareil, c'est cadeau. Oui, alors là, par contre, si vous ne savez pas qui est Abby, c'est... Ah bah on va vous l'apprendre. Ouais. On va vous l'apprendre. On va même faire mieux que ça. On va du coup parler de jeux vidéo et de séries. Et tout simplement, on va prendre l'exemple de The Last of Us. Est-ce que c'était une bonne idée d'adapter The Last of Us en série télé? On va Tout répondre simplement. à cette question. On va essayer en tout cas. Petit topo déjà sur The Last of Us parce que on l'a dit, donc c'est un jeu vidéo, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est un jeu vidéo déjà, c'est un diptyque qui a fait énormément parler. Le premier est sorti en 2013 et il raconte l'histoire au cas où derrière vos écrans, si jamais. Peut-être qu'on vous dit Joël meurt d'une mort violente, mais finalement vous ne savez pas qui est Joël. Oui. C'est assez terrible. Joël et Ellie, c'est les deux héros du premier opus et ils vivent dans un monde ravagé. On est dans quelles années déjà On est 30 ans quasiment après l'infestation et il me semble que du coup ils fêtent le nouvel an 2029 là au début de la c'est ça, saison, ouais, c'est ça. Donc, et il me semble que c'est un peu décalé par rapport au jeu. Dans le jeu, l'Apocalypse c'était en 2013 et là c'est en 2003 ou un truc comme ça. Il y a une petite adaptation de fait, il me semble, effectivement. Ouais. Pour coller aussi à Pedro Pascal qui est plus jeune que Joël, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Et ravagé, tu l'as dit, infestation, ravage d'un champignon qui s'appelle Orio le cordyceps, qu'on embrasse, qui nous regarde et qui transforme les gens en monstres. Pas zombies, nous on dira peut-être zombies dans l'émission. Any zombies out there? Don't say that.
comme à réanimer des cadavres, quoi. Donc C'est ça. on est quand même pas loin. Alors, parce que le vrai sujet de The Last of Us, c'est pas les zombies, c'est les liens entre les survivants, on va dire, quelque part. Que deviennent les derniers d'entre nous, finalement. Oui, littéralement. Voilà, le spin-off s'appelle Left Behind, donc littéralement ceux qui restent, ceux qui sont laissés derrière et qui sont obligés de continuer à vivre dans cet univers-là. Et le premier jeu, pour faire très simple, les fans, en commentaire, on va vous laisser développer, parce que ça va être très succinct ce que je vais dire. Ne vous énervez pas. Posez ce club de golf, s'il vous plaît. Le premier jeu, il parlait du deuil, il parlait de l'amour et des enjeux de se reconstruire après de tels événements. Là où le deuxième amène plus le thème de la vengeance, les cycles de violence qui se répètent sans fin ou pas. Voilà. Pour le coup, on ne spoilera pas la deuxième, ce qui sera la saison 3. Pour le coup, ça n'a pas d'intérêt. Non, mais voilà. Imagine, j'avais pas posé la question et je suis là. Bon. Alors, Abby meurt aussi, par contre. C'est non. Bon, après, c'est binaire. Est-ce que machin meurt ou machin meurt pas? Il y a pas 1000 choix. Si, ça peut être. Elle meurt pas, mais elle est transformée en zombie forever. C'est possible. Quelque chose comme à la fin Ellie, de déjà. Shaun of the Dead. Il spoil Shaun of the Dead. Il y a prescription. Ça va. Il y a prescription, clairement. Pour finir sur The Last of Us, 2 choses. Donc déjà, ça a été un succès monumental, les jeux vidéo. 30 millions de ventes en tout et plus de 300 récompenses. Plutôt pas mal. Voilà. Petit succès. Oui, succès d'estime. Et il y a un nom qu'on va sûrement répéter. Le créateur, alors il y a plein de gens évidemment qui ont bossé dessus, parce que la création de jeux a amené toutes sortes de débats sur le crunch, sur tout ça, c'est des trucs pas forcément tip top. Donc cette personne, c'est Neil Druckmann, qui est l'auteur principal du scénario et directeur créatif chez Naughty Dog, qui sont les créateurs, les développeurs de ce diptyque. Et voilà, c'est à lui que semble revenir le crédit de à quel point qu'est-ce que c'est bien The Last of Us. Oui, je pense que c'est lui qui a injecté vraiment plein de choses perso dans l'histoire. C'est lui qui porte vraiment les thématiques. Ouais, c'est ça. En fait, il est sur 2 aspects, donc le scénario et aussi le game design, level design. On parlera pas forcément beaucoup des qualités du jeu en tant que tel, mais c'est un des points. Sur le premier, je crois. Pas sur le premier, uniquement le deuxième. C'est un autre mec c'était un duo en fait, et il est parti ensuite. Ouais, très bien. Donc, lui il bossait plutôt sur l'aspect narratif et c'est ça. Et Uncharted un peu aussi, il y a un peu ces deux séries qui se sont mélangées en termes d'équipe. Crash Bandicoot également ou pas? Je ne me remets pas du fait que c'est un peu plus vieux. Naughty Dog dans ma tête, c'est Crash Bandicoot et ça ne sortira jamais. Tout le monde oublie Jak and Daxter, c'est incroyable. Oui, c'est très bien Jak and Daxter. Bref, c'est pas le sujet. Ce sera un prochain épisode, un spin-off. Marrant, ils ont pas fait de série dessus. Il y a pas de série HBO Jak and Daxter. Et en 2023, HBO, Home Box Office, quoi? Ah non, je l'ai intervenir. Il est pendu à tes lèvres. Je la refais. En 2023, Home Box Office adapte le tout en série. Pedro Pascal en Joël, Bella Ramsey en Ellie. Et l'adaptation se veut non seulement fidèle à l'œuvre de base, mais surtout complémentaire par rapport au jeu. Et c'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Moi, en tout cas, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé. La manière dont la série peut se permettre soit de rajouter des choses, soit est contrainte par son format d'enlever plein de passages super intéressants. On en développera, on développera par la suite. Et selon Warner, la série a pour l'instant attiré environ 32 millions de spectateurs par épisode. Et je pense qu'ils ont galéré à compter tous les téléchargements illégaux que vous avez fait derrière votre écran. Ne mentez pas, on le sait, vous avez triché. Et selon les Emmy Awards, cette saison vaut 24 nominations. Pas mal, encore une fois. Neil Druckmann aussi qui était très investi du coup. Enfin, ça fait partie vraiment de ces adaptations où les gens qui avaient conçu le matériel d'origine étaient très investis dans du coup la transformation en série. On se souvient que Uncharted au cinéma ça n'avait pas été une très grande réussite, donc je pense que là ils avaient fait un petit peu attention effectivement à ce que ça soit plus fidèle. Il co-écrit carrément. Complètement. Avec Craig Mazin. Avec Craig Mazin, showrunner de Tchernobyl. Tout à fait. Et je crois rejoint sur la saison 2 par Hallie Gross, qui est la co-scénariste du deuxième Last of Us, mais qui a aussi travaillé sur des séries. Donc en fait, il y a un peu ça circule quoi. Une série de séries qui allait faire un jeu qui vient maintenant retravailler sur la série. Tout ça se complète plutôt bien, ma foi. Grâce à Third Edition, on a un livre à faire gagner. Guillaume, regarde comme il est beau. Regardez-moi ça. Donc il y avait quelque chose à gagner. Tout à fait. Que reste-t-il de l'humanité? Effectivement, livre de c'est la question Nicolas qu'on va se Denechaud. poser pendant 2h30. Non, pas du tout. On vous fait gagner ce livre si vous êtes fan de The Last of Us. Merci à Third Edition qui nous l'a envoyé. Un livre qu'il est bien, un livre qu'il est beau. Comment on fait gagner? Moi, je propose, vous mettez en commentaire le prénom de votre personnage préféré de The Last of Us saison 2. Si le personnage n'est que dans la saison 1, c'est perdu. Donc saison 2 uniquement. Vous nous mettez ça et puis voilà, vous mettez un petit avis en plus, ça nous intéresse. Un petit pouce. Un pouce, évidemment. Et n'hésitez pas à mettre votre avis, ça nous intéresse vachement. On lit les commentaires aussi, vous inquiétez pas. Et on fait un tirage au sort sur...
les résultats seront probablement sur Blue Sky et sur Instagram. En tout cas, le gagnant ou la gagnante sera contacté, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mimi, c'était quoi tes attentes par rapport à cette nouvelle saison de The Last of Us ? Je pense que l'attente principale, c'était d'avoir un nouvel enjeu, puisque la saison 1 était articulée autour d'un enjeu très clair. Joël avait la mission d'amener Ellie à un endroit précis, dans l'espoir de peut-être quand même sauver le monde, et en tout cas l'humanité ou ce qu'il en reste. Cet espoir a volé en éclats à la fin de la saison 1. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est quoi l'arc de ces personnages ? Et du coup, moi, j'ai fait le choix de pas du tout me renseigner pour essayer d'aborder l'histoire le plus purement possible. Et c'est devenu vite assez clair que c'est à la fois une histoire, comme tu l'as dit, de cycle de vengeance et de violence, et aussi une histoire de passage à l'âge adulte pour le personnage d'Ellie, ce qui m'a pas déplu. Mais voilà, mon attente principale, c'était je vais avoir besoin d'un enjeu auquel je crois, parce que c'est toujours... En fait, dans The Last of Us, on s'en fout des zombies, des infectés, pardon. Oui. Le problème, c'est qu'on s'en fout même dans la série. Je pense que dans les jeux, c'est plus facile parce que t'en tues 10 000 par niveau. Là, dans la série, c'est une menace vraiment que quand ça a besoin de l'être. Donc je suis là, ok, si le problème, c'est pas les infectés, ça a plus l'air d'être votre trio. Complètement. C'est quoi qui va faire avancer littéralement l'histoire. Après, moi, je suis très attachée. C'est toujours les personnages qui me font rentrer dans une œuvre. Et je peux pardonner beaucoup à l'œuvre si les personnages m'intéressent et que j'y crois. La preuve, j'adore Lost, tout entier. Et j'attendais aussi de voir ces personnages, Ellie et Joël, avec lesquels on a passé beaucoup de temps. Mais voilà, on a passé beaucoup de temps avec eux vers un objectif précis qui les obligeait à être tout le temps en mouvement, à être tout le temps dans des situations d'urgence et tout. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils se posent et qu'ils sont obligés d'interagir avec d'autres humains peut-être un peu moins traumatisés qu'eux, même si tout le monde l'est un petit peu dans ce monde. Et bon, au final, j'aurais pas eu beaucoup de temps pour les voir tous les deux grandir et trouver de nouveaux sens à leur vie. Mais c'est ce que j'espérais en tout cas de cette saison 2. Ouais, complètement. Alors moi, dans mon cas, j'ai maté les 4 premiers épisodes de la saison 2. J'ai repris là où j'avais arrêté The Last of Us 2, le jeu vidéo. Et j'ai beaucoup comparé les deux, du coup. J'ai fini et j'ai repris, notamment pour cette émission. Et j'ai terminé. Pour le coup, alors globalement, j'ai apprécié la saison 2. Mais j'ai pas pu m'empêcher. C'est peut-être pour ça que je sais pas si toi c'est pareil, mais sur le côté complémentarité qui m'a vraiment sauté aux yeux et qui est en vrai un énorme plus par rapport à ça, quoi. Mais qui rejoint finalement les mêmes choses que tu disais sur on peut pas s'attacher. En même temps, il y a Abby qui vient dans l'histoire, donc et on la joue, Abby, dans le jeu vidéo. On a beaucoup de scènes. Elle sera encore plus importante, je pense, dans la saison 3, parce que vraiment on la joue beaucoup dans ce qui correspond. Mais toi, tu avais ce côté complémentarité ? Alors, sur la saison 1, je pense assez satisfait au niveau de la saison 1 de justement l'adaptation qui était faite du jeu et de l'histoire, parce qu'il y avait de nouvelles choses. Et en plus de ça, j'ai trouvé que sur la saison 1, ils respectaient vraiment l'imagerie et l'esthétique du jeu. On avait notamment ces grands panoramas qui sont un peu la marque de fabrique du jeu, où les personnages vont arriver et on va avoir comme ça tout un truc très cinématographique, avec souvent un point de repère qui va nous inviter à aller justement jusqu'au point B. Je trouve qu'on perd pas mal ça dans la saison 2 et je trouve que finalement on n'a pas tant de complémentarité que ça dans cette saison 2 par rapport au jeu. Il y a quelques petites choses qui sont légèrement différentes. Alors attends, est-ce qu'on a la même définition de complémentarité ? C'est-à-dire une histoire qui va venir se rajouter à ce qu'on connaît. Biscuit. Ah, quand même. Autant là dans la saison 1, on avait ce fameux épisode du coup qui introduisait ces personnages là pendant tout un épisode, Bill et Frank. Autant sur cette saison 2, on n'a pas vraiment ce genre de digression et en plus de ça, la saison va très vite, je trouve, très très vite, alors que The Last of Us Part 2 est quand même un jeu long. Avec beaucoup de phases d'exploration, beaucoup de phases un peu plus contemplatives quelque part, où en tout cas les personnages se parlent, puisque globalement les jeux Naughty Dog et The Last of Us en particulier sont des jeux qui se construisent sur le fait qu'on ait souvent deux personnages, un personnage joué et un autre qui l'accompagne, donc il y a toujours des personnages qui parlent entre eux. Et là franchement ça va quand même à 100 à l'heure, et au détriment quand même d'une certaine forme de logique et de vraisemblabilité. Vraisemblabilité. Ressemblance. Oh là là. Merci. Je l'ai confirmé, t'as vu. Vraisemblabilité. À côté de la table. Donc, un cerveau pour deux. Donc je dirais pas que non, j'ai pas ressenti particulièrement un plus par rapport au jeu, et je pense que pour avoir un petit peu discuté avec des fans du jeu autour de moi, le jeu reste préféré en termes d'histoire à la saison 2 aujourd'hui. Complètement, mais moi je pense à un personnage comme Isaac, qui du coup a une vraie importance dans la série. Enfin, on le voit, c'est Jeffrey Wright. Est-ce qu'il a vraiment une importance, ou est-ce que juste il a 2 scènes cool et c'est Jeffrey Wright ?
narrativement parlant. Jeffrey Wright. Il a alors oui, on l'adore, Jeffrey Wright. Que ce soit Jeffrey Wright, déjà ça joue. Il faisait la voix de Isaac dans le jeu vidéo pour l'anecdote. Et c'est un acteur qu'on aime beaucoup, je pense, notamment Westworld. Enfin, il a un très beau parcours pour l'instant. Mais Isaac, tu fais la blague, on le voit, il a 2 scènes. Dans le jeu, il a vraiment 2 scènes. Non mais vraiment, on ne le voit pas plus de 2 fois. Que là, il a des dialogues, il a des scènes où il n'y a pas Joël, il n'y a pas Ellie, il n'y a pas Abby, il y a lui. Je pense à la scène où il torture un Scar. Il le torture. Il y a que lui. Il y a un origin story où il bute tous ses potes là ses potes policiers dans le camion. Enfin tout ça, c'est quand même du développement pour ce personnage-là, qui est en gros le grand chef des Wolves. Mais bon, c'est un truc dans le jeu vidéo. Ils ont un petit peu dans le jeu vidéo, c'est plus on te dit c'est une menace qui plane au-dessus en mode oh là là, Isaac va être au courant, etc. Et là, la série, elle te fait comprendre un petit peu comment il est devenu comme ça, c'est quoi sa personnalité et tout. Ok, donc je comprends que du coup, quand tu as joué au jeu, ça amène une complémentarité. Moi qui suis juste spectatrice de la série, Isaac n'a pas de raison d'être dans cette saison 2. C'est trop ou pas assez, quoi, vraiment. Après, c'est pas sur la qualité du jeu ou de ces scènes qui sont très bien. Mais je comprends que l'intention, c'est il faut quand même qu'on présente vaguement ce qui va être un antagoniste, j'imagine, de saison 3. Sinon, il va sortir de nulle part. Et je suis là. Tous vos antagonistes ils sortent de nulle part tout le temps, c'est genre The Last of Us. Donc pourquoi nous faire passer du temps avec ce gars, sachant que comme tu l'as dit, c'est du temps où aucun des personnages principaux n'est là pour y assister. Donc il y a vraiment un côté quête parallèle, quête latérale, et oui, c'est pas désagréable à regarder, mais est-ce qu'il est important dans l'histoire dans cette saison 2 ? Non. Et en même temps, sentiment de trop peu presque, parce que du coup on les voit, mais on n'a pas assez de contexte quand on n'a pas joué au jeu non plus pour vraiment saisir exactement ce qui se passe entre les Wolves et les Séraphites, etc. Ce qui fait qu'en fait tu te poses juste plus de questions, et moi je me demandais, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant effectivement de pas le voir du tout. Et pareil, les Séraphites qu'on introduit un peu avant, juste voir les cadavres quand il les trouve, et ensuite quand elle se fait choper Ellie vers la fin quand on peut la tuer, ça aurait été encore plus pour nous what the fuck, on est comme elle en fait, essayer de comprendre ce qui se passe au lieu d'avoir tous ces éléments en plus qui finalement n'éclairent pas grand chose. Mais je t'assure, dans le jeu t'as la toile de fond de la guéguerre entre les Scars, moi je dis Scars, mais c'est Séraphites évidemment, et les Wolves, qui fait tout son truc et qui va être hyper important à la fin du jeu, mais pas tant. C'est plus que tu te retrouves en plein milieu, quoi. Mais vous risquez d'être déçus. Je vous dis, si vous attendez que Isaac, genre. Ouais, je vais pas trop en dire. En fait, j'attendrais pas en savoir plus sur Isaac si la série m'avait pas dit regarde ce personnage complexe. Et moi, j'aurais. Après, c'est toujours facile de dire a posteriori, ils auraient dû faire comme ci et comme ça. Je pense pas que j'aurais été fâchée par. Oui, Ellie et Dina, elles arrivent dans une ville où il se passe beaucoup de trucs qui les dépassent, et c'est un des thèmes, c'est qu'en plus elles partent en mode combien ils vont être 4, c'est bon, on peut les fumer, et elles arrivent à Seattle qui est une guerre civile ouverte avec toute la cruauté du monde et une armée qui a des tanks et tout. Donc que moi spectatrice je comprenne pas ce qui se passe, à part vous devriez partir maintenant, ça aurait collé avec ce que vivent les protagonistes, alors que là j'ai juste il y a Jeffrey Wright qui a l'air d'avoir des trucs à faire, mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard. Voilà. Est-ce que du coup ça t'a déçu quelque part d'un point de vue sériel ou Non, la saison 2 quand même. Alors la saison 2 m'a déçu par rapport à la saison 1. Je pense qu'en termes de... Comme tu l'as dit, je crois, c'est une saison qui va très vite. Ouais. Et où il y a trop de choses qui sont faciles, je dirais, par rapport à... Et alors qu'elles étaient difficiles dans la saison 1, tous les déplacements, comment on survit dans la nature. Il faut quand même vaguement se rappeler qu'il y a des infectés, mais bon, là, ça traverse la forêt à pied, ça fait du camping, il n'y a aucun stress. Tout le monde n'est pas immunisé quand même dans votre duo. J'ai beaucoup aimé l'aspect développement de personnage. Ça, j'ai pas été fâchée. Je trouve qu'avoir inclus le personnage de la psy, qui apparemment est pas dans le jeu, en tout cas, elle a pas des séances de thérapie avec Joël dans le jeu, c'est hyper cool. Mais moi, personnellement, je serais volontiers restée à Jackson toute une saison, en fait, pour voir c'est quoi votre vie, et pour aussi vivre l'après-décès de Joël et les répercussions. J'avais pas forcément envie de repartir en cavale avec Ellie et un flingue, quoi, et son cheval dont elle se fout. Mais c'est pour ça que pour moi, les défauts de The Last of Us saison 2, ils viennent du fait que c'est une adaptation de jeu vidéo. Et que... Du coup, il faut que les personnages y bougent. Tu peux pas faire The Last of Us 1, le jeu, qui est un AAA aventure où tu te balades, tu tires, machin, et Last of Us 2, le jeu, c'est un jeu de gestion à Jackson. Les gens, ils vont pas être contents, les gamers. Mais moi, en tant que spectatrice de série, j'ai pas besoin de jouer à un jeu vidéo, donc j'ai pas besoin que mes personnages soient en constante action, qu'il y ait tout le temps des imprévus, et qu'elles aient la confiance en elles de personnages de jeux vidéo qui viennent de tuer 10 000 ennemis dans le jeu. Moi, je vois juste Ellie qui a tué peut-être 4 personnes dans la saison, quoi, et qui va quand même se taper avec
des gens qui ont un tank. Je suis là, Ellie, ça ne peut pas marcher. Et du coup, c'est ça qui m'a frustrée, c'est qu'il y a vraiment des moments où j'étais là. Ça, c'est parce que c'est dans le jeu. Et c'est pas comme ça que personnellement, j'aurais écrit un scénario de série si j'avais pas été un peu obligée de coller à des gros moments du jeu, quoi. Et encore, ils ont rajouté la big attaque de zombies de l'épisode 1 ou 2, je sais plus. 2 du coup, ouais. Oui, 2, en même la temps bataille que de Jackson dans la saison 2 n'existe pas dans le jeu, Elle quoi. n'existe pas. Mais ça, pour genre, le coup, non, c'est un truc Rien, complémentaire. genre nous dans le jeu on est juste tout ce qui se passe dans l'espèce de chalet qui prend du temps et qui a son importance pour le coup, mais l'attaque est vraiment, j'étais sûr, alors là moi j'ai bien aimé cette scène, mais c'est bon, c'est une attaque quoi, et il y a quand même énormément de zombies dans ce coin des États-Unis, c'est quand même parce qu'ils étaient enfouis sous la glace et d'un coup ils se réveillent parce que le cordyceps il sent qu'il y a des humains. Bon, ils l'ont pas senti. Je ne sais pas. Il y a un entretien de Craig Mazin et Druckmann, et apparemment c'est une réaction aussi au fait que les spectateurs de la saison 1 ont dit qu'il n'y avait pas assez de cordyceps justement, et qu'il fallait qu'il y en ait plus, sous-entendu d'action, de zombies quoi. En gros, on n'en voyait pas assez. Donc ils ont trouvé ça, ils ont dit en plus notre référence c'était Hard Home, l'épisode de Game of Thrones avec la fameuse scène finale dans la neige où tous les zombies arrivent d'un coup. Qui a été réalisé d'ailleurs par un réalisateur qui avait œuvré sur Game of Thrones. Oui, c'est Mark Mylod, non, c'est ça. Qui avait fait un peu spécialiste de ce genre de scène de bataille et de siège, quoi, parce que là on est clairement dans un truc à la siège. C'est aussi de la surenchère avec l'énorme le colosse. Je crois qu'ils appellent ça colosse. On l'avait déjà dans la saison 1. Mais il y en aura d'autres. C'est le moment où je trouve que par exemple les sur-zombies, donc il y avait les clickers, infectés normaux, après il y a eu les colosses, infectés amalgamés, et maintenant on a les infectés intelligents. Je suis là, en fait dans un jeu vidéo il faut qu'il y ait différents types d'ennemis. Dans une série télé où je suis en train d'essayer de comprendre la logique de cette infection, qu'en plus on me présente comme un truc biologique pas du tout surnaturel ou quoi, soit tu découvres qu'il y a des zombies intelligents et ça devient vraiment le problème numéro uno de tout le monde, soit tu m'amènes pas un nouveau type de zombie qui sait se planquer, t'appeler, te faire des feintes et utiliser un smartphone, quoi. Ça n'a pas d'intérêt dans le scénario. Et perso, j'ai bien aimé la bataille de Jackson parce que je pense que quand tu sais pas, et malheureusement, encore une fois, je m'étais fait spoiler sur Twitter une semaine avant, quand tu sais pas que dans l'épisode Joel il meurt, je trouve que c'est une misdirection qui marche hyper bien en tant que public parce que c'est vraiment genre, ok, c'est là qu'il y a le gros truc d'action, qu'est-ce qui va se passer, qui va mourir à Jackson, il y a Tommy, il y a Maria, ça se bat, et j'aime bien le côté défense de la forteresse, genre ils ont organisé leur défense, voilà, moi j'aime bien la logique de survivre dans un monde d'infectés, ils ont quand même... même s'ils ont décidé de lancer du feu tout près de leur mur en bois, ils avaient quand même réfléchi à leur défense et tout. Et au final, en fait non, c'était pas là qu'il fallait. C'est vraiment le magicien qui te dit regarde par là-bas, ça brille. Et tu te retournes et il a planté Joël. Tu fais ah bon, ok, d'accord. Donc ça m'a pas dérangé que les deux soient dans le même épisode. Mais c'est le moment où le blotter est sorti, où Tommy il se le fait au lance-flamme. J'étais là. J'ai pas besoin d'un boss parce qu'en fait c'est une série. Dans les séries télé, il n'y a pas besoin de boss, c'est ok. Là où en plus, quelque part, c'est la faute d'Abby si Jackson se fait envers, parce que finalement, c'est à partir de la chute qu'elle a dans la neige que tout ça commence à se réveiller et tout ça. Donc il y a un truc. Blâmer les femmes, honnêtement. Il y avait un truc un Ils peu avaient comme eu ça. Plusieurs alertes comme quoi il y avait des zombies sous la neige, qu'il y en avait clair, qui se réveillaient. Ellie, elle leur a dit je pense que j'ai vu un zombie intelligent. Et c'était là, ouais, mais dommage, c'est le nouvel an, on va picoler. Franchement. Cette information s'est perdue complètement, quoi. Jackson qui se reconstruit à un moment donné, j'espère que quelqu'un va être encore vivant pour dire au fait les gars, il n'y avait pas des zombies un peu intelligents là. Je sais plus qui nous a dit ça. Mais oui, peut-être c'est qu'ils clair. peuvent les faire bosser en service, tu vois, qui demandent pas de réfléchir. Une reconversion. Briac, sur le côté sériel, justement. C'est au docteur en série. Je m'adresse. Docteur Bribri. Tu mets Docteur Bribri. Dans les commentaires, je vous en supplie. Docteur Bribri. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Mimi, qu'il y a un problème. Question d'adaptation, mais pour moi c'est presque pas seulement jeu vidéo, à mon avis c'est juste un problème d'adaptation, et c'est en fait dans ces séries où les auteurs ont un récit qu'ils adaptent, ils savent exactement où il va, et ça pose des problèmes parce qu'on se pose pas la question de l'instant de la narration, d'ailleurs de ce qui est intéressant à regarder maintenant, et on pense toujours à il faut qu'on place ça maintenant, il faut qu'on mette ça en place parce qu'on sait qu'après il arrive ça, mais ça fait des séries qui parfois sont pas agréables à regarder sur le moment parce que tout est fait pour un moment qui arrive après. Et en fait je me suis fait cette réflexion parce que donc cette saison, elle se termine avec ce dernier plan qui nous dit que maintenant on va suivre Abby. Voilà. Ce dernier plan est incompréhensible. Tu l'as dit toi-même Seattle jour 1 en préparation. Ça, on a assez peu compréhensible. Le chrono qui recommence, on sait que a priori maintenant c'est elle qu'on va suivre, Seattle etc. Jour 1 ce qui est le cas dans le jeu, vous l'avez dit. Et en fait, j'ai vu aussi pareil des entretiens, ils expliquent qu'ils ont beaucoup réfléchi à dans quelle structure on fait et tout. Finalement, ils ont opté pour ça, genre une saison grosso modo Ellie, puis ensuite on va essayer de revenir là-dessus probablement dans la saison 3.
Et je me suis dit, en fait, pour moi, ça marche pas totalement parce qu'on se retrouve avec, après la mort de Joël, on a à peu près 4 épisodes si on enlève le flashback de l'avant-dernier. Et pour moi, ils sont hyper redondants. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai progrès à part, et ça, c'est réussi, la romance entre Ellie et Dina. Moi, je trouve très touchante. Les actrices sont super. Enfin, la Bella Ramsey, vraiment, sa saison, elle est excellente actrice. Mais par contre, il n'y a pas de vrai progrès sur ces 4 épisodes à part, ils arrivent à Seattle, ils essaient des trucs. Tous les personnages qu'on croise essaient de faire comprendre à Ellie que ta revanche c'est une mauvaise idée, etc. Enfin, toute la ville essaye de leur faire comprendre qu'elles vont mourir aussi. Et du coup, ça fait que la deuxième partie de la saison, au lieu de monter crescendo, t'attends. Et je me suis dit, en fait, il fallait y aller beaucoup plus. Une fois que Joël meurt, tu fais un épisode Ellie, un épisode Abby, par exemple. Exploite le format sériel, exploite les épisodes comme structure et joue sur cette chronologie, puis t'arrives jusqu'à ce moment où elles se croisent, quelque chose comme ça. Et moi, je pense que le problème vient du fait qu'ils savent où ils doivent aller, et ils ont décidé qu'il fallait du coup arrêter la saison 2 à ce stade de l'histoire, au lieu de se voir est-ce que la saison avait besoin de s'arrêter là, comment elle devait être structurée. Sachant que c'est une saison courte en plus. Ouais, en c'est plus, ça, c'est dire. un peu le deuxième jeu en 2 saisons, mais c'est 2 saisons courtes quelques épisodes. Alors, est-ce que c'est des problématiques de prod, d'argent? Je pense que c'est une série qui a coûté excessivement cher. De tournage je aussi pense. éventuellement. Pedro Pascal demande moins d'argent, s'il te plaît. Et elle a été divisée, ils ont divisé le jeu en 2 saisons, ce qui fait que le choix de où est-ce qu'on s'arrête, parce qu'en plus, il y a ce cliffhanger où Abby tire sur... Enfin, en tout cas, Abby fait face à Ellie, elle a un flingue, cut au noir, on entend un coup de feu. Personnellement, faites tous la poker face, ok, parce que vous savez. Moi, je suis dans l'optique de... Ellie, elle est pas morte parce que c'est pas comme ça que tu fais mourir un personnage principal. Du coup, déjà, ça m'a énervé parce que j'étais là, c'est pas un cliffhanger si je pense pas qu'elle peut mourir. Et aussi, donc je pensais que la saison 2 allait s'arrêter là. Et non, on a quand même aussi, pour info, la saison 3, ça sera Ali, regardez, si Abby dans Seattle reprend et tout. Et j'étais là, déjà vos Seattle, jour 1, 2, 3 dans la série, je trouve. Ça m'a perdu complètement. Oui, on s'en fout. Et en plus, je trouve, la série appuie le fait qu'elles sont là que depuis quelques jours. Plus... Je suis frustrée qu'elle soit toujours là et j'ai envie de leur dire mais barrez-vous, vraiment, il s'est passé tout ça en 3 jours. Genre. Ah mais elle se barre énormément normalement. C'est juste que là, tu peux pas tout montrer. Et même ce plan de fin qui, encore une fois, il est pas incompréhensible, j'exagère, mais c'est-à-dire que quand t'avais le jeu, tu vois exactement... Parce que c'est moi dans le jeu, je sais pas si c'est comme ça que je suis censé, faudrait demander à Neil Druckmann, je sais pas si c'est comme ça que j'étais censé le ressentir, c'est que t'arrives dans un stade et tu passes toutes les étapes, tu dis ah oui en fait ils sont énormément, et t'arrives à ce cœur du stade, tu dis ah oui en fait ils sont ultra organisés, c'est une ville en fait ce stade. Mais bon, comme tu disais, donc vous avez enlevé plein de trucs, vous avez rajouté des trucs qui n'existaient pas, et juste vous finissez la saison là-dessus. Pour le coup, je sais pas si c'était logique, mais on perd Jessie dans cet épisode-là. Oui, alors ça, je l'ai pas vu venir. Tu m'as fait peur, j'ai vu que c'était pas. Ah non, tu perds Jessie et tu perds Jessie de la même manière, genre c'est vraiment. Très bon personnage. Très bon perso. C'est cool comme mort parce que ça rappelle que dans ce monde-là, c'est dangereux. Le danger il est à tous les coins, que tu peux pas relâcher la pression. Et que même si t'es un gentil... Alors, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Il y a plein de gens, à partir du moment où il dit j'ai appris que je vais être papa, je ne peux pas mourir. Et c'était là, ok, alors Jessie... Je pars à la retraite demain. Venir, donc j'étais vraiment en mode... D'accord. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on peut faire le parallèle parce que pour le coup, il y a cette mort effectivement qui est assez mémorable, en tout cas, qui fait du mal. Donc Jessie. Par contre, il y a les potes d'Abby qui eux aussi subissent du coup une fin assez brutale et assez dans le jeu qui marque quand même beaucoup parce que forcément, là aussi avec la césarienne et tout. Ouais, le moment est horrible, mais on a assez peu d'émotions pour ces personnages, hormis effectivement l'absolue horreur de ce passage. Mais c'est là où on voit que ces personnages, on s'en fout, ils ont été très peu creusés, alors que effectivement, ça aurait mérité quoi, quand même, qu'on comprenne Abby. C'est le but, non mais pardon, mais ça va ouvrir sur effectivement la non césarienne du coup. Elle ne le fait pas au final. Oh God bless. Pareil, c'est pour. J'étais vraiment en mode, j'ai pas envie de voir ça lundi matin sur HBO. Saison 2, on s'en souvient. C'est pareil. Après, j'arrête d'insister, mais dans le jeu, la personne, je n'ai même plus le nom de la femme, se prend une balle, elle tombe, donc toi tu dis pas cool, elle a tué quelqu'un. Bon. Et là elle ouvre son truc et là tu vois qu'elle est enceinte, tu fais, donc en plus tu tues quelqu'un et en plus tu tues 2 personnes d'un coup. Enfin tu vois, c'est vraiment ça questionne, et moi je le vis un peu comme ça commence à s'égaliser, tu vois, un peu entre Abby et en termes de cruauté, qui est la méchante deviens, en fait, chacune est la méchante de l'histoire de l'autre. C'est ça, ce qui est vraiment un truc ultra brillant dans le jeu. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est censé être. La moralité, en fait, mais en fait, Abby elle a raison d'être trop vénère, Ellie a raison d'être trop vénère. C'est 2 femmes en concurrence à cause des choix d'un homme qu'un homme a pris au détriment
d'une gamine, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est censé être un moment assez culminant quand même dans le jeu, ce passage-là, alors que là, c'est noyé vraiment dans plein d'autres choses, je trouve. À noter quand même, du coup, puisqu'on parle du côté sériel et tout, et un peu adaptation, la caractérisation qui est quand même assez différente du personnage de Ellie, qui quand même évolue vachement entre la saison 1 et la saison 2, et qui est très différente du jeu, pour le coup, qui est assez différente du jeu, parce qu'il y a vraiment un binôme qui s'opère avec Dina, et une vraie complémentarité, même dans les caractères, dans la manière dont elles réagissent à ce monde, justement, avec quelque part une Ellie qui prend vraiment la suite de Joël, mais comme tu le disais, dans un espèce de truc un peu fantasmé de j'ai des guns partout et vas-y on y va, et Dina qui lui dit meuf, déjà tu vas mettre autre chose que tes baskets parce que sinon t'as les pieds mouillés en 2 secondes. Et ça c'est cool parce qu'effectivement dans le jeu, comme on joue Ellie, on a quand même l'impression en tout cas de faire les bons moves, que c'est l'héroïne et tout ça. Là ça en fait un personnage un peu plus faillible et tout. Je sais pas ce que vous avez pensé vous de ça, de cette caractérisation un peu Brutus d'Ellie, qui parfois pouvait quand même amener à des ressentis du mode en fait tu réfléchis pas trop non plus à ce que t'es en train de faire. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'Ellie, elle soit un peu con-con. Et j'aime bien le fait que la série l'admette. Désolée, mais même, c'est Dina qui lui dit, je dirais que tu n'es pas scolairement orientée. En fait, elle a plein de domaines dans lesquels elle est douée et plein de domaines où elle a des lacunes parce qu'aussi, je sais pas, elle a été élevée dans les orphelinats de la Fedra. Là, je pense que l'éducation était pas au top. Et je trouve que c'est important d'avoir un personnage féminin, tête brûlée, pas forcément logique. Très impulsif parce que on a beaucoup de personnages masculins dans ce cas-là et Joël l'était pas mal aussi, mais on a un peu tendance à leur faire confiance parce que c'est des hommes, parce qu'ils sont plus vieux, parce que non mais ils doivent savoir ce qu'ils font. En fait c'est pas plus malin Joël qui débarque dans un bâtiment canon au point que Ellie qui le fait. Je suis juste un peu déçue parce que j'étais très contente au début de la saison 2, on la voit s'entraîner au combat rapproché avec un mec vraiment plus costaud qu'elle, et c'est Jessie je crois d'ailleurs qui l'entraîne, c'est ça, qui commente. Il y a une sorte de petit sparring. Lui, il prend les points. C'est cool parce qu'il faut qu'on croie au fait que physiquement, Ellie, elle peut affronter non seulement Serre désinfecté parce qu'elle est immunisée, mais aussi on sait que l'homme est un loup pour l'homme finalement. Donc il faut qu'elle puisse maîtriser des humains et qu'on y croit. Et j'étais un peu déçue parce que c'est pas vraiment réutilisé dans la saison. Et j'avais vu des scènes de coulisses où on la voyait ou faire répéter des chorégraphies de combat rapprochés. Donc je sais pas s'il y a eu un choix, ça a été coupé ou finalement ils l'ont pas tourné. Mais j'aurais bien aimé la voir se battre un peu plus physiquement parce que je trouve qu'aussi, comme elle est très compétente là-dedans, ça contrebalance un peu le côté Dina, elle fait les plans parce que c'est pas Ellie qui va les faire. Mais une fois qu'on y est, c'est Ellie qui peut sauter sur le cou d'un gars et le tuer avec ses cuisses, quoi. Oui. J'aurais bien aimé voir ça, voilà. Écoute, peut-être saison 3, quoi. Saison 3 peut-être. Mais effectivement, dans le jeu, en tout cas, la période de Seattle et tout le moment où, entre le moment où elles arrivent dans la ville et le moment où elles commencent à être en connexion avec des Wolf, donc là qui se passe dans une espèce de tour télévision, je crois, où ils ont tous les corps pendus et tout ça, là. Dans le jeu, en fait, il y a vraiment une partie où, de mémoire, peut-être que tu vas me corriger, mais où ils finissent par se faire capturer. Et il y a toute une phase où elles se sortent de ce truc-là. D'ailleurs, dans le jeu, le cheval meurt. Shimmer. Ouais, je crois qu'elle saute sur une mine ou un truc comme ça. C'est horrible. Et là, elles se font capturer. Et peut-être qu'ils avaient imaginé effectivement avoir ce moment où en effet il y avait une sorte d'évasion comme ça peut-être qu'ils ont coupé, je sais pas si à un moment donné il y a eu à creuser quoi. Mais peut-être qu'en saison 3 effectivement on verra du coup je pense Ellie casser des gueules. Je sais que dans le jeu Abby elle est très musclée, elle a vraiment pour le coup un physique beaucoup plus costaud. Un peu genre elle s'est entraînée pendant des années là pour aller casser la gueule à Ellie, donc peut-être que dans la saison 3 on verra du corps à corps Ellie Abby, mais l'actrice qu'ils ont choisie pour Abby, même si elle est super, ils ont fait le choix de pas prendre la même physicalité que dans le jeu, quoi. Et tu la vois musclée, tu la vois athlétique et tu la vois baraquée après. Il y a les deux, elle prend du muscle entre deux temporalités. Est-ce qu'ils sont des shakers de prot? Ils sont de la whey, vraiment whey. Mais la base de colosse, donc c'est un bordel à farmer, c'est un enfer. Mais ça, je pense que pour le coup, ils le feront probablement pas. Et justement, c'est intéressant aussi. La transformation physique d'Abby, c'est assez peu probable. Je sais pas, tu sais, peut-être que ça fait partie de l'attente entre les deux saisons. À la fin, quand on voit Abby, c'est quand même un moment donné où elle est censée être justement dans sa forme finale, entre guillemets, quoi. Donc, je sais pas, pour aller buter Joël qu'elle a gagné du muscle, du coup, oui, il n'y a pas de raison qu'elle prenne beaucoup de masse. À noter d'ailleurs que du coup, Kathleen Dever avait été vachement fancastée avant la saison 1 en Ellie, justement. Du coup, c'est marrant qu'il l'ait choisi. Je sais pas si c'est... je sais pas trop pourquoi. Au final, au-delà que c'est une superbe actrice, c'est qu'elle fait très très bien le taf. C'est assez rigolo, quoi. Voilà. Il y a un petit retour de ce casting préféré des fans.
sur la question de la militarisation et le fait qu'elle soit très musclée, c'est parce qu'en fait, les Wolves, c'est des anciens militaires extrêmement puissants. Et que du coup, en fait, ils recrutent les gens, surtout sur leurs compétences à être des brutes épaisses. Et donc, en fait, c'est que du militaire, les Wolves à la base. C'est vraiment aucunement des civils, en fait. Bah ça, je crois qu'ils le disent parce que quand Joël est pris au piège du coup avec les Wolves, il leur dit un truc genre qu'est-ce que vous voulez, je sais pas, j'ai pas de ressources et tout, et elle dit tu crois vraiment qu'on est venu ici pour te braquer? Est-ce qu'on a l'air d'être des, comment ils disent, des gens qui font des raids là, des raiders? Des pillards, et il les regarde, il fait non. Elle dit on a l'air de quoi? Il fait vous avez l'air de militaire. Bravo. J'ai trouvé que cette scène, elle était un peu. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé qu'ils avaient l'air de militaires? Moi, j'ai juste trouvé qu'ils avaient l'air de gens un peu habillés pour l'hiver, tu vois. Mais on a l'air. La scène aurait pu vite fait être autre. Genre, tu trouves qu'on a l'air de pillards? En fait, il y a que Manny qui a l'air vraiment. Lui, il a toujours son fusil à la main et tout, et c'est lui qui met un grand chassé à ailier à la fin. Donc lui, il est plutôt. On tape d'abord et on pose des questions après. Mais c'est vrai que même le fait que l'équipe d'Ellie ait pas l'air 100% avec elle dans ce plan, ça donne pas trop l'idée que c'est des militaires parce qu'il n'y a pas le côté on suit notre commandante, peu importe ce qu'elle dit, tu sens qu'il y a vraiment tout le monde sauf Manny qui est là. Abby, c'est peut-être un peu abusé quand même, peut-être on y va. Ça a l'air sympa chez eux en fait. Peut-être qu'on pourrait vivre là. Et elle est monomaniaque. Mais quand j'ai appris que dans le jeu on joue Abby pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'elle tue Joël sans qu'on sache pourquoi, j'étais là, c'est incroyable. Genre, si j'avais joué à ça, j'aurais pété un câble. Et en fait, je pense qu'ils auraient pu prendre le risque dans la série de nous faire peut-être un épisode 1 et 2 où on suit Abby parfois. On voit qu'il y a cette meuf qui sont pas beaucoup, qu'effectivement ils ont pas l'air surentraînés et qu'elle est là. Il faut qu'on arrive à Jackson. Et on se dit peut-être, ils sont perdus dans l'hiver, c'est des survivants, ils ont entendu parler de cette ville un peu. Il paraît que là-bas, les gens ils sont communistes et ils sont sympas. Et on la suit, on est là, ok, cool, nouveau personnage et tout. Elle tombe sur Joël, elle fait ok, super, elle tombe sur Joël, elle est là-bas, mais elle le fume. Qui la sauve en plus. Un boulot. Là, tu viens, Là, ils le disent dès le début, genre, il a tué les Fireflies, je suis la fille du docteur, vous êtes les héritiers des Fireflies, on va aller le fumer. J'étais là, ok, j'aurais pu ne pas le savoir ou l'apprendre plus tard. Là, tu décris exactement ce qui se passe dans le début du 2, c'est ça. Tu joues une meuf dans la neige, je ne sais pas qui elle est, je sais pas ce qu'elle fait là, et tout, je ne reviens pas, c'est exactement ça. Et ça fait partie, j'ai beaucoup de fans dans mon entourage de ce jeu et je l'avais pas encore fait à ce moment-là entièrement, mais ça partait mal cette saison parce que énormément de fans disaient mais non, mais du coup c'est pas bien de commencer comme ça, parce qu'il y a c'est la première scène même de cette saison 2, c'est la toute première scène de exposition, ce que tu viens de résumer et c'est que ça, mais c'est les limites d'une adaptation aussi, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation. Tu vois, oui, parce qu'en fait, dans un jeu, tu commences, il y a Abby, tu sais pas qui c'est, tu peux jouer toute la soirée si tu veux. Tu vas finir par savoir. Dans une série, dure plusieurs heures. Commencer une saison 2 avec une meuf qu'on connaît pas pendant 2 épisodes. C'est une saison qui prend 2 épisodes dans la gueule pour de l'exposition. Pour, et c'est aussi qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation. Parce que moi, je sais que une adaptation de série en jeu vidéo, de jeux vidéo en série, pardon. Et globalement, tu vois, pour rester sur Naughty Dog, une adaptation de Uncharted au cinéma, moi j'ai un a priori direct. Direct, je vais me dire, oulala, et au pire j'ai une bonne surprise, mais en fait je m'attends pas. Je m'attends à avoir une bonne série, je m'attends à avoir un bon film, et s'il y a des liens, et si c'est fidèle, et si c'est bien adapté, je suis content. Mais regarde, on parlait de l'épisode 3 de la saison 1, qui est à mon avis selon moi encore à ce jour le meilleur épisode de la série, genre vraiment il est trop bien cet épisode. Il y a un peu de ça avec Joe Pantoliano épisode 6, tu vois, et genre l'ex-mari de Gail. Et j'ai trouvé ça super. C'est Joe Pantoliano aussi, je suis pas du tout objectif malheureusement. J'adore cet acteur. On le voit pas beaucoup, mais oui. Mais ouais, le principe de l'adaptation, je pars un peu avec un a priori, je sais pas si vous c'est un peu ce même truc là où on a a priori dans le sens le couteau entre les dents, tu vois, sur un truc. Après je suis pas ultra fan de The Last of Us, tu vois, mais il faudrait que je trouve un exemple d'un truc que j'ai adoré qui a été adapté. Moi ma hot take c'est qu'on ne devrait pas laisser les gens adapter leurs propres œuvres. Je pense que Last of Us serait une meilleure série s'il n'y avait pas Neil Druckmann en co-créateur. Ah ouais, tu penses? Ouais, vous avez tous les deux fait oui de la tête également. Moi, je suis pour la mort de l'auteur. Je pense que l'auteur ou l'autrice d'une œuvre n'est jamais la personne la plus intéressante pour l'analyser et en parler et l'approfondir, parce que je pense qu'en tant que créateur ou créatrice, qu'artiste, il y a plein de choses inconscientes qu'on met dans notre art, et c'est bien pour ça qu'il y a l'analyse critique qui existe. Et je pense que quand on adapte en plus, même si c'est un jeu vidéo très narratif, ça reste un jeu vidéo en série télé, même s'il est épaulé par Craig Mazin qui lui a fait des très bonnes séries, notamment Tchernobyl. Ce que Neil Druckmann se dit, ça c'est indispensable dans mon histoire,
c'est pas forcément ce qui est indispensable dans son histoire, c'est ce à quoi lui il tient. Et je pense que en fait, la plupart des auteurs n'écrivent pas le scénario de l'adaptation de leur livre parce que c'est un autre métier de faire une série ou un film et c'est une autre écriture. Et je pense que là, on est coincé par le fait. C'est un peu comme quand l'acteur principal il est producteur exécutif, tu vois. T'es là, ok, il va y avoir que des scènes positives parce qu'il met l'argent. Là, c'est un peu pareil. C'est Neil Druckmann. Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas. Les rageux qui disent ah oui, mais c'est pas comme dans le jeu. C'est Neil Druckmann qui a décidé de raconter sa propre histoire différemment. On peut pas dire ah là là, c'est les méchants de HBO qui ont trahi l'œuvre et tout. Mais aussi, à partir du moment où Neil Druckmann il dit on va faire ça comme ça, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui peut lui dire non. Et c'est pas toujours les meilleures priorités, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je trouve que effectivement, pour moi, adapter, c'est dans le bon sens, c'est toujours trahir un peu, c'est obligatoire. Et justement, même sur The Last of Us, on aurait presque envie de voir autre chose complètement, mais dans cet univers. Et je trouve qu'un des principaux problèmes de cette saison 2, c'est que finalement, ils se sont éloignés de l'âme de la série, dans le sens où au-delà effectivement de cette narration, et quand on joue au jeu, évidemment The Last of Us a été reconnu parce qu'il y avait une narration incroyable, des personnages incroyables, de la motion capture incroyable, des acteurs derrière de motion capture incroyable. Donc forcément ça a fait beaucoup parler parce que c'était une espèce de climax de qualité par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais c'est aussi un jeu vidéo en fait. C'est un jeu vidéo dans lequel on explore, dans lequel il y a des routines de gameplay, dans lequel en fait on est sur un temps très long et aussi comme je le disais, aussi plus contemplatif, c'est d'autant plus vrai du coup dans le 2, et je trouve que les gros problèmes qu'il y a dans cette saison 2, c'est qu'ils ont oublié cette partie-là en fait. Ils ont complètement, alors peu d'épisodes, on l'a dit tout à l'heure et tout, mais ils ont oublié en fait de nous aménager des moments plus calmes, des moments où les personnages se posent, des moments où ils discutent. Il y en a quelques-uns évidemment, et justement la relation Dina-Ellie en profite, Jesse et Ellie aussi un peu. Mais en fait, moi je trouve qu'ils auraient dû en faire plus, et ils auraient dû vraiment être sur un truc, à des moments très très contemplatifs, avec des gens qui sont plus dans la survie finalement, quoi, dans le fait de chercher des choses et tout ça. Et là, ça rejoint aussi ce que tu disais, ils avaient une histoire à raconter, et donc je trouve que finalement c'est une saison 2 qui est une bonne adaptation quelque part du jeu, mais en même temps pas dans le bon sens, et ils ont perdu en fait ce qui faisait le sel vraiment de The Last of Us en cours, pour se concentrer à fond sur l'aspect narratif, quoi. Sauf que c'est pas que ça. Du coup, la question aussi, je trouve, c'est quand on se pose la question de Last of Us, est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas, c'est quoi une adaptation de jeu vidéo aussi, qu'est-ce qu'on peut adapter dans un jeu. Et en fait, moi je pensais en narratologie, il y a une distinction qu'on fait parfois entre l'intrigue qui est plutôt la dimension temporelle des événements et une dimension spatiale qui est le monde fictionnel. Et on peut soit donc adapter l'intrigue, donc là on est vraiment dans l'adaptation, soit aller approfondir ce monde fictionnel, et là on peut être plutôt dans de la narration transmédia, quand par exemple on fait une série tirée d'un jeu vidéo. Et là je pense à la différence entre Last of Us, qui est une adaptation vraiment purement d'un jeu, et Fallout par exemple, qui se déroule dans ce monde-là. Donc on a déjà des enjeux différents, mais le gros problème, je pense, vous êtes d'accord, tu en parlais, c'est le gameplay. Parce que si on a ce médium et que la narration est aussi normalement, on imagine que dans un jeu qui est réussi, la narration est articulée par le gameplay aussi, qui permet de raconter cette histoire. Complètement. Tu parlais des zombies, excuse-moi, je te rebondis, mais tu parlais des zombies au début qui n'ont pas d'importance. Au bout d'un moment dans le jeu, les zombies, bon, c'est un claqueur ou un clicker? En anglais, ils disent clicker. Un clicker. Partons sur clicker. Au début, c'est une vraie menace, tu vois, et en fait, au bout d'un moment, t'en as buté. Pas tant que ça, en final, mais plusieurs dizaines. C'est là où ça devient du colosse. Il y a une surenchère que je ne vous spoilerai pas. Et c'est les humains qui deviennent le vrai. C'est les humains. Les vrais méchants deviennent les Scars, deviennent les Wolves, tout ça, tu vois. Et du coup, tu te dis, donc, il va falloir trouver une. Si tu n'essaies pas d'aller chercher ça, l'adaptation en elle-même, est-ce qu'elle a vraiment un intérêt, ou est-ce que ça a intérêt de reprendre des éléments narratifs qui ont été créés pour participer à ça? Premier problème. Et du coup, tu te dis, est-ce que donc tu te retrouves pas à aller chercher des œuvres qui sont déjà finalement très axées sur une narration audiovisuelle, comme par exemple les jeux Naughty Dog. Selon le point de vue que tu as sur les jeux vidéo, tu peux dire que c'est peut-être un aveu d'échec quand ta narration passe principalement par des cinématiques aussi, plus ou moins. Mais la question qu'on peut se poser aussi, je trouve, dans ce cas-là, c'est quel est l'intérêt de ces adaptations si elles se basent sur des œuvres qui te proposent déjà une narration audiovisuelle proche du cinéma,
qu'est-ce qu'on en attend, surtout à une période où maintenant les jeux vidéo sont de plus en plus, s'approchent d'une forme de photoréalisme. Donc qu'est-ce qu'on attend de ces adaptations-là? Et moi, c'est la question que je me pose face à effectivement The Last of Us et sa fidélité, même si vous avez montré, comme vous connaissez les jeux, qu'il y a des différences, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on attend? C'est marrant parce que c'est à la fois un très bon exemple et un très mauvais exemple. Parce que non, mais parce qu'au fond, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, il y a des cinématiques dans le jeu, mais la narration passe, encore une fois, complètement par le gameplay. Enfin, vraiment, j'en ai parlé au tout début, mais pour moi, la plus grande qualité, ce qui fait que The Last of Us est rentré dans mon top 3 des jeux les plus extraordinaires sur ce point, c'est le game design. Donc, qu'est-ce que c'est un game design? C'est la manière dont un niveau est construit, quoi, en gros. C'est... Non? Si. La régie qui n'a pas de oui. micro. Level design, excuse-moi. C'est le level design. Il y aura un c'est le level design. Non, vraiment, The Last of Us 2 est extraordinaire en termes de level design. Genre, c'est là où Neil Druckmann, ça va aussi dans ton sens sur le côté. Il est pas scénariste, mais le level designer, il est extraordinaire parce que la narration passe. Tu prends le bateau, après tu cours, après est-ce que tu fais plutôt comme ça, tu les contournes et machin, et c'est ça qui crée l'histoire. Et après, il y a une cinématique. Tu te rapproches d'un côté plus cinématographique. On s'en fout. Moi, ce que j'ai vécu, ce qui m'a donné de l'émotion, c'est les moments où c'est moi qui suis dans le bateau, c'est moi qui contrôle et c'est moi qui choisis de faire les trucs, quoi. La mort de Jesse est une cinématique dans le jeu. Tu vois, c'est exact, ça se passe vraiment, c'est à mon avis le passage le plus fidèle au jeu de base. Tout ce pour le coup, il y a plusieurs scènes calques, d'action où j'ai vu que dans les réactions que c'était des copier-coller de scènes du jeu et qui pour moi marchent très bien, notamment dans la fameuse attaque de Jackson. Quand Abby elle est poursuivie par la horde de zombies, elle se retrouve coincée entre une grille qui plie sous le poids des zombies et elle doit ramper. Ça, je sais plus si c'est gameplay ou si c'est cinématique. Ça, apparemment, c'est gameplay. Gameplay, je me rappelle plus. Avec des QTE, des trucs de voilà, si t'appuies pas assez vite, ils vont t'attraper. Et moi, j'étais devant ma télé, j'avais arrêté de respirer, quoi. J'étais là, ça rend hyper claustro. Et effectivement, c'est quasiment du plan par plan, donc je sais pas si ça rentre dans ce que tu appelais le level design, mais pour moi c'est cool aussi c'est du level design parfois et en c'est 1v1 quand ça marche. Enfin, en fait, c'est là où je disais c'est un bon et un mauvais exemple en même temps, parce qu'en fait le côté cinématographique on s'en fout, les émotions qu'on a eues c'est par le côté jeu vidéo, c'est parce qu'il est propre au jeu vidéo de The Last of Us 2 qui est extraordinaire. Et teasing sur la saison 3, le moment que tu viens de décrire, moi il y a un moment où je suis devant ma télé, plus sur PS4, le jeu est magnifique sur PS4, je sais même pas comment ils ont fait, et j'étais vraiment bouche bée et c'était du gameplay. C'est un moment, un mot-clé, cheval et... Non, cheval, ça vous suffira. Et vraiment, genre, j'étais bouche bée devant ce moment et c'était moi qui étais sur le cheval. C'était pas une caméra qui suit... Oui, t'avais pas posé la manette en mode ok, je regarde maintenant le court-métrage. Ce qu'on peut reprocher à du GTA, par exemple, GTA qui est par essence très cinématographique, qui se veut très cinématographique, souvent on te demande d'aller buter un mec et... la fin de la mission c'est une cinématique, le début de la mission quand on te dit quoi faire c'est une cinématique et toi tu interagis entre les deux. Un bon exemple très rapidement par rapport à ce que tu disais Briac, qui je trouve a été assez brillant, c'est sur la série du coup Arcane, donc sur Netflix, série d'animation adaptée de l'univers de League of Legends. Donc League of Legends, un univers qui a beaucoup de lore mais dont le jeu est pas particulièrement narratif, donc il faut aller vraiment sur des sites et puis peut-être des produits dérivés pour en apprendre plus sur les personnages. Et donc dans la saison 2 on a toute une scène avec Jinx, donc un des personnages du jeu principaux. Merci. Et donc il y a vraiment tout un moment, un peu le climax de ce personnage qui va donc envoyer une roquette vers une tour où il y a en gros toutes les huiles de la ville. Donc vraiment le moment où le personnage en gros va aller très loin dans son spoiler, mais bon. Le côté un peu anarchique de sa vision de la société. Et ben ça en fait dans le jeu c'est le pouvoir un peu ultime du personnage, quoi, qu'elle dégaine un lance-roquette et qu'elle lance le truc. Et du coup c'est marrant parce qu'il y a une vraie adaptation de ce qu'est le personnage et de son gameplay dans un moment qui, en termes de narration, est très adéquat par rapport à ce que fait le personnage, quoi. Et c'est vrai que c'est là où on voit toute l'intelligence de bonnes adaptations et tout ce qui peut être raté par ailleurs, quoi. C'est quand il y a du clin d'œil qui marche et d'autres qui marchent pas, quoi. En fait, j'ai tendance à penser qu'une adaptation est utile à partir du moment très simple où elle fait découvrir l'histoire à un autre public. Et pour le coup, je pense que même si le jeu vidéo est évidemment un loisir extrêmement mainstream et que The Last of Us est un des jeux les plus grands publics, il y a quand même un énorme pan de la population qui regarde la série, qui jamais ne va jouer à un jeu AAA ou qui n'a pas le matos. C'est un jeu qui est toujours en exclu PlayStation, il me semble, ou alors PC, il a été adapté sur PC. Mais le portage au début était éclaté. C'est pas n'importe quel PC qui peut le faire tourner. Oui, voilà. Donc il faut avoir ne serait-ce que l'outil matériel pour pouvoir y jouer. Il faut avoir le temps parce que même si c'est pas le plus long des jeux, on est sur plusieurs dizaines d'heures. Donc c'est plus long que regarder cet épisode 25 heures par personnellement. semaine.
pour 25 finir. heures 25 heures pour le finir. Après, 25 heures quand t'es habitué à ce genre de jeu. Oui. Moi, en plus, ouais. moi 40 heures parce que je vais beaucoup mourir. Peut-être. Et qu'aussi, tout simplement, il y a des gens qui sont réfractaires au genre, tout comme il y a beaucoup de gens qui ont adoré Game of Thrones et qui n'auraient jamais de leur vie acheté un bouquin de fantasy de 1000 pages. Et rien que pour ça, à partir du moment où l'histoire est à minima respectée, j'ai tendance à me dire c'est utile, parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert, comme moi, Joël et Ellie, qui n'auraient pas découvert cette belle histoire et ce monde post-apo pas inintéressant et tout, et qui ont appris et ressenti des choses, même si y a des lacunes dans l'adaptation, quoi. Mais je me rends compte qu'au final, c'est, en réfléchissant à ta question, pour moi, c'est le critère premier. Si ça amène à un nouveau public, ça peut pas être complètement inutile. Et puis ça offre aussi à des acteurs et actrices des morceaux de bravoure en termes d'acting qui sont quand même assez cool à dire, notamment dans cette saison 2. Et on pense à la scène, en tout cas moi je pense à la scène d'échange entre Pedro Pascal et Bella Ramsey, au moment où effectivement, donc si vous n'avez pas regardé, mais ils sont plus ou moins en froid au début de la saison, en tout cas on le comprend plus ou moins, et donc c'est vraiment une scène qu'on attend. Qui finit par arriver, et c'est vrai que les deux sont assez exceptionnels dans cette scène là. Franchement, la petite larme elle part vite, et c'est chouette aussi, je trouve, d'avoir effectivement des séries qui permettent ce genre de moments là, quoi, parce qu'on n'en a pas non plus tous les jours, des beaux moments d'acting comme ça, des belles émotions, des moments qui sont vraiment très finement retranscrits dans la sensibilité du ressenti. Donc là-dessus elle le fait bien quand même, quoi. Les interprètes sont très très chouettes là-dessus, quoi. Si vous avez aimé ces moments d'émotion dans la série, peut-être pour le coup, si jamais vous avez une petite Play 5, Play 4 ou un beau PC qui traîne, je pense que vous trouverez votre compte aussi dans le matériau de base. Et il me semble qu'il y a un mode histoire, un mode facile, où, du coup, même si comme moi t'es pas, moi c'est. Je sais pas trop comment ça rend, du coup. Est-ce que c'est vraiment des cinématiques juste avance, quoi? Non, généralement il y a quand même des ennemis et tout, mais c'est moins dur, c'est moins punitif. Parfois il s'appelle ce mode, spectateur, je crois, un truc comme ça. Où ils ont moins de vie, où tu trouves plus facilement des munitions. C'est pas non plus genre tu joues en bébé, genre il y a plus de zombies, il y a pas d'ennemis, c'est juste tu balades à Salt Lake City, mais ça te permet quand même d'avoir l'impression de te bagarrer, mais avec des gants, quoi. Ça dit, je crois, l'intitulé de quand tu sélectionnes au début, c'est genre quand tu veux te concentrer sur l'histoire, un truc comme ça, justement. Je vous propose qu'on parle d'autres adaptations de jeux vidéo en série avec un petit quiz. Ah, tu l'as teasé au début. Le public applaudit. C'est ça. Allez, les quiz. Je vous ai préparé un petit quiz dont le but sera de trouver la franchise dont je parle. C'est une franchise de jeux vidéo qui a été adaptée en série télé. Attention! Il y a un piège, et même deux pièges. Le premier, il peut s'agir de séries terminées ou annulées, et deux, de séries avortées. Ah ouais, parce que sinon t'en as pas assez. Troisième difficulté, Mimi, ça ne fait que commencer. Si vous me suivez sur TikTok, vous le savez. Oui, parce qu'on est sur ma chaîne YouTube là. Je sais pas si on te l'a dit. Salut YouTube. Actuellement. Sur TikTok, j'ai un jeu où je raconte très très mal l'histoire d'un film et les gens doivent trouver de quel film il s'agit. Ah, c'est ma passion. C'est ce que je vous propose. Je suis tellement nul à ça. J'ai fait une version. Ça va être. En une phrase, je vais vous raconter très très mal le synopsis d'un jeu vidéo ou d'une série, ou les deux du coup. Enfin, ça va être forcément les deux, vous me direz. Et vous devez trouver de quoi je parle. Je vous donne un exemple très simple, on ne peut plus simple, pour vous mettre dans l'ambiance. C'est l'histoire d'un vieux dépressif et d'une gamine qui vont à la chasse aux champignons. Ça marche bien. Bon. Dites-le, sinon c'est long. The Last of Us. The Last of Us, exactement. Est-ce qu'on fait bip? Non, alors surtout pas sur la table. Non, mais juste bip. Ou on lève la main peut-être, je sais pas. Bip. Oui, levez la main. Levez la main. Okay. Levez la main, c'est pas grave. Mais à mon avis, vous allez pas. Il y en a où vous allez galérer, mais pas tous. Okay. Si je demande à la régie, si jamais vous voyez cet homme ici présent qui s'appelle Guillaume, tricher. Vous voyez regarder mon écran, vous hurlez. Oh, ça va. J'ai fait une liaison. Ensuite, un mec qu'on pourrait prendre pour un Mandalorien tire sur des monstres plutôt que de parler de ses sentiments. Allô? Allô? Bravo, tout à fait. Je suis seul à avoir regardé la série. C'était le match. C'est le point qu'il fallait que j'ai, sinon effectivement... Un point pour Guigui. Allô, série que tu as vue? Oui, tout à fait, ouais. Série que tu as vue... Non, rappelle-moi. Briac, pardon. C'est ça. C'est moi, Guillaume. Vous l'avez vu, Mimi, tu as vu Allô? Pas du tout, moi non plus.
Bah alors, moi j'ai non, fait que le et quiz, j'ai c'est pas tout. l'impression qu'il faut. Non, J'en et ai non. pas entendu du bien. C'est une série qui est bien notée sur Allociné. Ça m'a étonné. ouais Pour moi, Par c'était qui vraiment c'est un truc qui est passé à la Par moi. trappe. Ouais, on est deux. Non, parce que Halo est adoré, a d'immenses fans. C'est grande saga du jeu vidéo. Ouais. J'invite à aller voir la chaîne de Ronan Rich. J'en fais un copain qui fait des vidéos sur la saga Halo, qui est ultra fan des jeux vidéo. Okay. Et série qui devait être adaptée un temps par, tu m'arrêtes si je me trompe, Guillermo del Toro. C'est pas lui? Il a participé au tellement- projet. Mais il y a 1000 ans, il y a genre 10 piges, c'est en Jackson Il y projet. avait aussi, Peter Jackson non dessus en fait. Peter Jackson aussi, mais Neil Blomkamp aussi. Ouais, ouais. Bref. Et Alex Garland qui a fait un script. Adaptation hyper depuis longtemps attendue, et finalement on a eu cette série qui a fait un peu une saison, deux quand même, une saison de mais deux. qui était quand même, Une saison 2 quand même. Deux oui. saisons. qui a quand même été prometteuse à la base, que Halo, encore une fois, beaucoup de fans. Mais, A priori, les mais gens. non, c'est la dure loi des séries. Ouais, les fans se sont très vite statué sur le fait que c'était de la merde. Quoi. C'est Moi mon j'ai cas. regardé les 2 saisons. J'ai regardé 10 minutes, j'ai fait. Ouais, c'est ça. J'arrête. Tu fais non. On enchaîne. Celle-là, elle est facile. Ok. Un gosse déscolarisé séquestre des animaux et les entraîne au combat afin de racketter d'autres gosses. Pokémon Pokémon. Ah oui, ok. La Tu série vois animée, ça marche. Ça marche aussi. Un point pour Mimi. Un gars hypersensible qui adore faire la chose est victime de racisme alors qu'il est pas méchant en vrai. Oula. C'est un jeu ça? Ouais. Un gars hypersensible et qui adore faire la chose est victime de racisme alors qu'il est pas si méchant en vrai. Qu'il est pas méchant du tout d'ailleurs. Alors là je l'ai vraiment pas. Victime de racisme, c'est difficile. C'est un piège un peu. Qui aime Non, faire parce que la chose. je crois savoir que le but est que tout le monde le déteste parce qu'il est ce qu'il est dans Mais cet du coup, univers. c'est peut-être un robot ou un truc comme ça. Non, c'est l'apparence d'un homme, mais il a une particularité qui fait que les gens le. Cyberpunk, non Non, y a pas de mais on se série rapproche. Il y a vraiment un truc sexuel dans le. Non, mais on se rapproche. Regarde, j'ai fait ce geste. C'est pas. Alors, il adore prendre des bains également. Ah, ok, The c'est Witcher. bon. Oui. The Witcher. Un Oui, autre point c'est pour nous. vrai qu'il il adore faire la chose. Ouais, mais. C'est pour ça le. On n'est pas loin, on n'est pas le loin. geste. Il y a des liens d'ailleurs. il y a des The liens. Witcher qui est toujours en cours pour le coup. Si je Ouais, ne ouais, m'abuse. saison 4. Mais avec. Je suis pas du coup, fou, il y a ça ce va délire être de avec, tout le monde le déteste parce que c'est avec un... Liam Hemsworth, un des frères Hemsworth qui du coup va Tu me prendre dis. la perruque de Henry Cavill Ouais, parce Et qu'en vrai, ça j'aimerais va- pas être dans ces pompes hein, parce que Ce serait les hilarant. fans et du ni dans ses Witcher sont perruques du coup. tellement à sauter sur les genoux d'Henri Cavill que j'aimerais pas passer après. À voir effectivement s'il se fait shame direct ou si son acting va suffire à nous faire oublier Henry Cavill peut-être. Peut-être. Qui est pas non plus un acteur Oui. d'un talent formidable, mais qui Surtout a au moins dans la le- passion de l'œuvre qui a Oui. fait que Mm. les geeks qui sont contents, ils sont là. Regardez les musclés, il aime bien les trucs. de Et a priori il est parti parce C'est là, que ça, c'est vrai. c'était pas assez fidèle justement. Donc, Il est parti faire Warhammer. bah il Peut-être. essaye a priori. Oui. On sait plus Warhammer, on en a marre de ce projet. ça n'arrive jamais. Le prochain est un peu difficile, je vous préviens. Ah oui. Ouf. Sous-entendu, les autres étaient faciles. Ouais, hein, c'est ça, on ouais. sort d'un. Alors, un gars prend un ascenseur vers une ville souterraine et se fait attaquer par des bourgeois crackheads et des gamines terrifiantes. Silent Hill. Non. Tout se joue, je pense, sur le côté ville souterraine. Ah ouais, ok, je l'ai. Bioshock. Bioshock, Ouais, tout à fait. Plus ou moins avorté, on sait pas. Ouais, c'est j'allais dire, il y a peut-être une un série film. Bioshock. Alors, il n'y a rien eu pour l'instant, à Il y part a une 3 préparation, jeux. hein, si un 3 film jeux. en préparation. Alors, est-ce que c'est film? Est-ce que j'ai creusé un peu pour ce quiz, voilà. Mais alors, c'est Iglesia. il y a Netflix aussi qui voulait, mais est-ce que film? Et en fait, ce qui bloque, paraît-il, selon un article Allociné, c'est que le showrunner veut faire un truc vraiment violent, parce que Bioshock, ça envoie, ça bute des gens à la Petite fille, machette. ouais. Si vous ne connaissez pas Bioshock, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qui se passe? Où étiez-vous? Alors, en vrai, j'ai Il y a découvert 10 ans. Bioshock il y a 6 mois avec une vidéo de Nota Bene, donc vraiment Ah, ok. sur l'art Ouais. nouveau, donc vraiment rien à voir. Et je pense que c'est toujours très bien. Peut-être pas. Peut-être que j'ai vieilli depuis. Non, c'est toujours super. Ça m'a donné envie de découvrir Le 1 l'œuvre. en tout cas est très Le très bien. Ouais. Moi j'ai fait le 1 et Infinite et c'est un gars qui a un accident d'hélicoptère, qui tombe dans l'océan, qui voit un phare, qui prend un ascenseur, qui descend dans une ville souterraine. Rapture. Tout à fait. Sous-marine, Sous-marine du coup. surtout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Souterraine. Oui, mais si j'avais dit sous-marine, vous aurez trouvé. Ah oui, direct. oui, bah, C'est vrai. Et c'est un avion, pas d'hélicoptère. Merde. va falloir qu'il arrête de parler celui-là. Pour l'anecdote, c'est aussi parce que le créateur de Bioshock, le jeu, est Mort. vraiment insupportable. Ah oui. Ah. Lévin. Je croyais que t'allais dire, il est aussi Ouais. pilote d'avion. Non, il est vraiment extrêmement chiant. D'accord. C'était une histoire personnelle, il s'est craché, il a fini dans une. Et ben on en revient à ma théorie que Yes. peut-être les créateurs du jeu devraient pas être impliqués dans l'adaptation de leur jeu. Voilà. Ils lâchent les droits à quelqu'un de confiance. C'est une et- très très bonne théorie. Hein. Et ils prennent le chèque. Non, univers incroyable, effectivement, ça serait cool. Enfin, porté, je pense que le budget doit être. Même un incroyable film. aussi, Faites ce que hein. vous voulez, mais faites-le. Mm. Et je serai d'accord. Un petit rappel des points. J'ai
complètement oublié de compter. Je crois que c'est Guillaume qui mène. Je Toi, crois t'as un que point ou pas franchement, pour de oui, manière, non, Pokémon c'était Mimi. Peu importe. Il n'y a rien à gagner. rien du tout. peu importe, ça s'affichera ici. Voilà. La prochaine, c'est un peu scandaleux. Je vous préviens, j'ai un peu honte et en même temps, j'adore. Ok. Tonton et neveu doivent protéger une noix de coco en cristal qu'un méchant crocodile veut utiliser pour devenir maître du monde. Bah si, bah je l'ai. Vous l'avez ? Donkey Kong, non Donkey Kong Mais Country ou... Donkey Kong Country, une série d'animation de 1997. Non mais. ah Et oui. Ils avaient gardé les personnages, ils en avaient fait KD2A. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, vous vous rappelez Donkey Kong dans KD2A ? Ouais. Extrait, pas du tout, c'est trop ringard. C'est ringard. 1997 quand même. Et le méchant c'est Le crocodile, mais King quelque chose. King K. Rool. Voilà. Le fameux Donkey Rap. Donkey Rap ? C'est pas ça Ah ouais sur la version 64, ouais. Je m'en souviens plus. Une dernière ? Ah bah Allez. ouais, je t'en supplie. Un daron emmène le fiston faire de la rando pour faire plaisir à maman, sauf que les autres randonneurs sont super vénères contre papa. Heureusement, papa a des connaissances solides en bagarre et également des problèmes de gestion de la colère. Attends. Toi, tu l'as pas ? Non. Non ? God of War. Oui. Il y a une série ? C'est le dernier, donc on peut applaudir. Et oui, série à venir effectivement sur Ouais. Prime par Ronald D. Moore. Alors, on En ne sait pas préparation. si la série adaptera la première trilogie ou la Oui. deuxième. Alors, c'est déjà c'est une trilogie. Hein. Ragnarok, c'est le 3. C'est le 2. C'est le 2. Mais bon, Diptyque. Mais probablement. on ne sait pas si ce sera chez les Vikings ou chez les Grecs. Bah, je pense qu'ils vont prendre. On est d'accord Ça que dans ressemble à la, une blague. dans la première, il n'y avait pas l'arc avec le fiston, c'est dans les Ouais. niveaux là. Non, Je pense c'est qu'ils vont même- prendre celle-là parce que moi, c'est à ce moment-là où j'ai vu tout le monde dire ah, God of War est passé de Oui. c'est rigolo parce qu'on tape fort et on est costaud à oh, il se Ouais. passe des choses Ouais. émotionnellement. Ça a très très mal vieilli, je pense. Sans doute plus, en flashback plutôt, l'univers de God of War dans les premières, sais c'était pas, vraiment ouais, genre Et très ça coûterait- mascu. Ça coûterait très beaucoup plus miso, cher. Ça coûterait beaucoup plus cher aussi, je pense, d'adapter la première. Mais sur ce que tu dis, quand je dis un daron emmène le fiston faire de la rando pour faire plaisir à maman, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est pas un spoil, c'est l'histoire de God of War 1. C'est la maman meurt et son Oui, souhait maman est était morte, de oui. mettre les cendres à un endroit précis, super loin. J'ai lâché l'affaire. Au bout de Super 8 heures de jeu, loin. on peut plus. La rando, Oh, mais j'ai on jeté dit- les cendres dans un ruisseau, Oh là là, elle mais saura pas. jetez-les. Et en plus, non, il va. Bon, je peux pas spoiler, mais ils y vont. Et on dit, ah non, en fait, c'est pas là, c'est la montagne d'après. Oh, c'est bon. Rideau. Très Seigneur merci. des Anneaux. Oh là là, l'enfer ce jeu. Et ils en ont fait un autre. La régie. Oui, Oui. Dites-nous. God of War. Oui. Dans le premier, c'est qu'en fait, c'est dans le royaume des géants, parce que le fils s'appelle Loki, en vérité. Ah, ça, c'est un spoil par contre, du coup. Là, ce que tu viens de faire. Bah oui, mais l'émission s'appelle comment? Non, On en ça a va. déjà parlé, Ça marche pas. Maxime. J'en peux plus. C'est Briac. À chaque fois, on va faire le running gag. C'est Briac qui a choisi. Et ensuite, pour God of War et The Last of Us, il faut savoir que Neil Druckmann et le créateur de God of War, en fait, c'est parce qu'ils ont eu un enfant, chacun de leur côté. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu cette évolution dans les gameplays des deux jeux, donc c'est-à-dire Uncharted, celui de The Last of Us et God of War, parce qu'ils ont eu un enfant et qu'il y a du coup ce volonté de protoctariat qui sont nés chez eux. Waouh, ce mot je l'ai pas compris, mais ça avait l'air très Protectariat, pardon. Ouais. Non, mais C'est très marrant ah oui, quand ok, même, ouais. les hommes ils ont un enfant et d'un coup la paternité ça devient le Ouais. sujet le plus fascinant du monde. Ils C'est avaient là, plus rien putain, à faut raconter trop que je avant, parle tu de sais. ma vie de daron aux gens. Avoir un enfant c'est incroyable, les meufs elles sont là, ouais, bah je m'en occupe moi mais j'en fais pas tout un sujet mais d'accord. Bah merci Charles pour ce Je quiz, vous en prie, c'était incroyable. Ça me fait plaisir, puis c'était l'occasion de parler, parce qu'on pourra pas parler de non plus 50 sagas de jeux vidéo qui ont été adaptées Mhm. et celles qui ont été adaptées au cinéma. Et on a rapidement parlé d'Uncharted, catastrophique adaptation justement. Mais Plutôt oui. ah oui, j'ai cru que tu allais Non, revenir non, sur non, le- non, non, il y a une scène qui fait vaguement penser au jeu, quoi. Voilà. Mais pour le coup j'ai pas l'impression que Uncharted est connu pour son histoire vraiment cool, mais plutôt pour son gameplay par rapport à Last of Us où moi j'avais quand même entendu parler de l'histoire, les personnages, ce duo hyper touchant. Bah, le Pour héros moi, en tout Uncharted, cas, ouais. c'est un jeu d'action, tu vois. La- C'est comme Tomb Raider, quoi. C'est Ouais, pas vraiment l'histoire ouais, qui ouais. compte. Bah, la trilogie sur PS3 pour le coup, effectivement. Par contre, le 4, je pense il a vraiment le Uncharted 4 et The Last of Us Part 1, c'est vraiment deux jeux très cousins, quoi. Il y a une intention, d'ailleurs c'est assez marrant parce que Uncharted 4 se termine sur le... Attention, pas de Oh, spoil. c'est bon, c'est- Non, j'exclus pas de D'accord. faire. Je bouge se les termine. oreilles. Non, non, mais je vais d'accord. voir en vidéo. Non, je vais rien dire. Non. Mais en tout cas, se termine d'une manière qui pourrait faire penser quelque part au début de The Last of Us. Alors pas du tout dans l'aspect dramatique des choses, n'imaginez pas ça, mais on sent qu'il y a une espèce de partage d'intention et pour le coup, il est très très narratif. Uncharted 4, ça pourrait faire cet épisode en particulier pourrait faire
un bon film ou une bonne série en tout cas, mais sinon oui, les 3 autres épisodes sont plutôt mécaniques et très aventure, action, etc. quoi. Mais pas impossible que ça vienne aux oreilles de HBO qui en fera. Parce que là, le 3e jeu, quand j'ai fini le 2, je me suis dit, mais je veux le 3 maintenant. Et en fait, Neil Druckmann dit qu'il le fera pas tant que il n'aura pas la bonne idée. On parlait des thèmes qui sont abordés dans chaque opus. Il n'a pas celui du 3e. Donc, c'est la grande question aussi. Est-ce qu'ils ont déjà une saison d'avant. Enfin, ils ont une saison. On l'a dit, on ne sait pas encore quand la saison 3 de The Last of Us va sortir, mais voilà, on verra. Mais en tout cas, 2027 a priori. Hein. Ils n'ont pas commencé à tourner. C'est mi-2025. Ouais, ça sera pas pour tout de suite. C'est ça. En tout cas, Pedro Pascal est très demandé, donc oui. Mais il est aussi pas dedans du coup. Enfin, j'imagine à part des flashbacks. En tout cas, il est moins dedans que dans la saison 1. Oui. Il est moins demandé. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a accepté même ce rôle. Mais bref, c'est autre chose. On verra. Mais vous avez des exemples. Je me posais la question. Au final, vous avez des exemples. Alors, j'ai parlé de chefs-d'œuvre tels que Donkey Kong Country en 1997, mais vous avez des bons exemples d'adaptation de jeux vidéo en série qui ont vraiment qualitativement. J'en parle pas de succès public, tout ça. On parle de qualité. Alors moi j'aimerais parler justement d'une série qui est nulle pour le coup. Je peux ne pas répondre à ta question. Tu veux que je le refasse ? Vous avez des exemples de séries d'adaptation catastrophiques ? Non, mais je trouvais ça intéressant parce que rapidement, mais Briac et moi, on a du coup par rapport à la série Halo dont on a un tout petit peu parlé, une expérience qui est très différente puisque toi du coup t'es joueur et t'aimes beaucoup les jeux Halo. Moi je ne suis absolument pas joueur d'Halo, mais j'ai eu quand même la curiosité et l'envie de regarder cette série parce qu'il y avait un truc dans la production, dans le setup de cet univers de SF avec des sortes de personnages augmentés en armure et un truc justement très assez peu qui pouvait peut-être faire penser à The Expanse quelque part, enfin ces univers très SF, des vaisseaux spatiaux et tout ça qu'on n'a pas tant, hein. On a peut-être Fondation actuellement qui est un petit peu sur cette thématique-là, mais on n'en a pas tant que ça, donc moi je suis toujours un petit peu attiré par ces thématiques-là et c'est vrai que du coup moi j'ai plutôt apprécié, en tout cas la saison 1 m'a donné envie de regarder la saison 2 et ils ont fait des choix d'adaptation qui sont hyper intéressants puisque dans le jeu, et pour le coup qui n'ont pas réussi à convaincre les gens, puisque dans le jeu le personnage, et tu l'as dit, est un personnage masqué qui n'a presque pas de personnalité, qui ne parle pas même. Il parle, mais en tout cas il y a l'enjeu, c'est pour ça que je faisais la blague du Mandalorian dans le quiz, c'est qu'il y a du casque. Le casque. Ouais. Est-ce qu'on voit le visage de Master Chief à un moment ou pas ? Jamais. C'est ça. On ne l'a jamais vu ? Jamais. Vous êtes sûr, Briac ? Alors que tu vas avoir tellement de commentaires. Alors en 1998, dans un artwork, une fois. Mais alors que effectivement la série a pris ce parti de effectivement enlever le casque directement de son personnage pour lui donner un peu plus d'épaisseur, des émotions, une histoire à raconter. Après dans le jeu, notamment Halo Reach. Me semble-t-il, on voit des Spartans qui ne sont pas casqués, donc c'était déjà plus ou moins un peu canon, mais pas Master Chief, et c'était un parti pris qui était fort, quoi, de se dire ok, ce personnage, voilà, un peu qui n'est pas représentatif de quelqu'un, on va lui donner un acteur, une voix et une incarnation. Ce qui, moi, j'ai trouvé ça génial, ça a été plutôt décrié. Et toi, tu avais un point de vue qui était intéressant par rapport à quelque part, la physicalité en fait, d'Halo. C'est ça, c'est-à-dire. Moi, c'est pour ça que je me suis arrêté au tout début de la série. Mais il faudrait peut-être que je... Tout début, les 10 premières minutes. Ouais, grosso modo. T'as vu le gars sans casque, t'as dit « Oh non, il a pas de casque, moi non. » Non. Ils enlèvent le casque, j'arrête. En gros, il y a une scène d'action au début et qui est ultra molle. Dans le découpage, dans les mouvements en fait, et c'est tout le contraire de quand tu joues à Halo, c'est vraiment un gameplay spécifique, un rapport effectivement au corps, dans les mouvements, et c'est vraiment le plaisir d'Halo en fait, justement dans ces combats où tu peux sauter sur un véhicule, sortir un mec, t'as plein d'armements très différents, et j'ai pas retrouvé ça. C'est là que je me suis dit, c'est pour ça que je parlais d'expérience de gameplay et comment ça pourrait se traduire au niveau sériel ou au moins audiovisuel. C'est la question que je me suis posée. Comment tu pourrais faire pour que, en tant que joueur d'Halo, j'ai l'impression de ressentir ça, mais appliqué donc là dans ce cadre-là, et là je l'ai pas eu. Je dis pas que c'est tout à fait possible d'y arriver, mais là vraiment ça m'a fait un espèce de monde rejet. Genre ce qui m'intéresse dans Halo, parce que moi je suis pas plus que ça passionné par le lore, j'aime le côté l'univers dans son visuel, dans son aussi l'accompagnement musical d'Halo qui est vraiment très réussi, qui est pas réussi dans la série non plus. Ça joue, je trouve aussi. J'en ai aucun souvenir donc sûrement. Mais voilà. Mais c'est pour le coup Halo, moi qui connais pas, qui pour ainsi dire jamais joué à Halo, voilà. Tu vois c'est je pense à Halo à ça. Halo à ça. Allez, et Halo, toi, c'est aussi d'un côté visuel, c'est de la SF ultra colorée, par exemple. Oui. Et remarqué faire ça par
aussi bien le fait que la plupart du temps ils vont sur des environnements, sur d'autres planètes et c'est des grandes plaines, c'est des trucs, c'est très beau, tu te balades en plus dans des très grands niveaux, t'as des aliens de toutes les couleurs et là tu commences la série, c'est quand même hyper gris, c'est hyper terne, donc t'avais tout ça qui était pas là. Alors peut-être qu'ensuite l'histoire pouvait être très réussie, mais c'est vrai que moi ça m'a fait très bêtement, c'est quelque chose que je pourrais reprocher à quelqu'un qui me dit ça d'une adaptation en plus, mais j'ai perdu ce qui pouvait à la rigueur me plaire. Ils auraient pu changer complètement l'histoire d'Halo, mais me faire ressentir l'esprit un peu Halo, ça aurait marché. C'est assez rare en plus que ce soit les films ou a fortiori les séries, parce que je crois que j'en ai pas beaucoup en tête qui réussissent à te donner ce sentiment du FPS, de la vue subjective et tout. C'est vraiment subjective. Même adaptation tout court, c'est tellement dur à représenter quoi. Ouais. C'est ça. Et en live action, même si effectivement c'est un terreau fertile aujourd'hui et qu'il y a de plus en plus de séries qui vont partir d'adaptation de jeux vidéo, on parlait du coup de God of War dans le quiz, il y a aussi Horizon, l'univers Horizon, Zero Dawn notamment, qui est en cours d'adaptation actuellement sur Prime aussi, je crois. On parle de Mass Effect, on parle de tout un tas de choses. La recette peut-être, pour moi en tout cas, qui a été peut-être la plus réussie, c'est Fallout récemment. Pour ce qu'on disait, c'est qu'en fait l'univers, ils ont adapté l'univers et pas le. Enfin, en plus tout était là, le délire des. Parce qu'ils vont en faire plein des. Oui, voilà, des trucs comme ça. Okay. Ils veulent faire des spin-offs. Vu comment finit la saison 1 en plus. Oui, allez par là, allez, faites ça quoi. En fait, ils ont eu l'intelligence de mixer plein d'histoires qui sont dans Fallout, mais qui sont jamais l'histoire d'un des jeux Fallout. Donc ça, c'est malin. Moi, j'ai joué à Fallout 3 beaucoup. 4 un peu, et Fallout Shelter sur mobile qui était étonnamment sympa. J'ai énormément joué à Fallout Shelter, ils m'ont attrapé. Un peu allé à la série, pas à reculons parce qu'il y a Walter Goggins et que j'adore Walter Goggins, mais bon, les séries de jeux vidéo n'ont pas, comme on a dit, un historique très réussi, et j'étais vraiment charmée à fond parce que moi, comme tu disais, ça dépend un peu, ok, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu vidéo, donc qu'est-ce que je cherche à retrouver, et moi ce que j'aime dans Fallout, c'est t'es dans un monde post-apo, il y a des chansons des années 60 et des robots dépressifs, et c'est exactement ça. Et en fait, Fallout, c'est un jeu qui est caustique, qui est cynique, qui interroge le rêve américain avec beaucoup de sarcasme, et la série le fait aussi. Donc pour moi, elle coche les cases, même si, tu vas pas suivre toute l'intrigue de Fallout 4, je sais pas, New Vegas ou je sais pas quoi, on verra. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que de ce que j'ai vu, pour les gamers qui sont beaucoup plus dans Fallout que moi, c'est qu'ils sont contents de pouvoir être surpris aussi. On va peut-être aller à New Vegas, peut-être pas, il va peut-être se passer ça m'évoque tel truc de tel jeu, mais ils peuvent nous surprendre, et du coup, ça garde un peu en haleine aussi, quoi. Et la Ghoul était déjà dans les jeux, non ? Je me souviens. La Ghoul était déjà dans les jeux ? Pas le personnage en particulier. Le concept de Ghoul, oui, mais ce perso. Le casque rouge, tout ça, non ? Le casque. Le chapeau. Les Ghouls sont plus dégueux. Non, ils sont plus dégueux en général quand même dans les jeux. Là, ils ont fait un petit peu plus agréable à regarder pour un héros de série, quoi. Et la saison 2 se fait attendre, mine de rien aussi. C'est décembre, je crois. Ouais, fin d'année. Il y a eu une première. Ça avait bien marché. Ils ont l'excuse d'eux, ils n'étaient pas sûrs d'être renouvelés, je crois, quand ils ont diffusé la première saison, qui est un peu une mini-série, c'est-à-dire l'arc, il est globalement. Tu pourrais t'arrêter là, quoi. Il me semble que c'est pendant la diffusion de la saison 1 qu'ils ont eu le go pour renouveler pour une saison 2, donc c'est difficile de compresser du temps de post-prod sur une série vraiment aussi science-fiction, quoi. Et puis c'est une série qui a coûté très très cher aussi, parce qu'ils ont été notamment en Afrique pour tourner des plans désertiques, et là ils ont rapatrié une partie, voire toute la production aux États-Unis pour essayer de gagner un peu en coût, donc peut-être que le temps de remettre tout ça d'équerre, mais c'est honnête, effectivement ça fait 2 ans que la série est sortie, à peu près, un an et demi. Ça fait, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Les séries sortaient tous les ans, mais on est d'accord avec toi, et elle faisait 20 épisodes et plus. C'est clair. On est d'accord. C'est clair. D'autres exemples peut-être de séries qui vous viennent, adaptations? En série, non. J'en place une pour le film Donjons et Dragons, qui est vraiment très cool, qui est passé assez inaperçu et qui est du coup très sympa. Avec un tout petit Hugh Grant également. Avec un tout petit Hugh Grant également. Et pour moi, c'est du coup la meilleure adaptation de Baldur's Gate, parce que je connais plus que Donjons et Dragons, mais c'est le même univers. J'ai fait une run de Baldur's Gate 3 avec mon mec. Évidemment, on l'a pas du tout fini. On n'est même pas encore arrivé à Baldur's Gate. On a 80 heures de jeu. Enfin, c'est une folie. Et j'ai retrouvé vraiment ce côté, ton équipe de Donjons et Dragons, quoi, ta partie où chacun a ses pouvoirs, t'as le sorcier, le paladin, la meuf qui peut se transformer et s'infiltrer partout. Et t'es une bande de misfits réunis pour un objectif commun. Et j'ai vraiment retrouvé l'humour et l'aventure de Baldur's Gate 3 dans le film Donjons et Dragons. Et je suis triste parce que je pense vraiment
qu'il aurait mérité de mieux marcher et que surtout s'il avait mieux marché, on pourrait espérer une franchise. Donc rattrapez-le en streaming si vous avez l'occasion. Il est vraiment très fort. Je pense qu'il a été très mal vendu aussi, mais même les rôlistes et tout peuvent trouver leur compte. Je crois qu'il est sorti genre 3 mois avant Baldur's Gate 3. Enfin, pour le coup, moi j'ai aucune rêve. Il y aurait eu plus de succès quoi. J'ai aucune rêve de Baldur's Gate 3, mais pour le peu de choses que je connaissais des jeux de rôle. Et d'ailleurs, on en place une. Pour nos copains de Bravo les Rôlistes, on met un petit lien en description, parce qu'ils font des lives, ils ont une chaîne YouTube aussi. Ils font la régie de certaines émissions YouTube qui parlent de séries, d'adaptations de jeux. Oui, vraiment, exact. Voilà, ils interviennent dans une émission sans micro. Donc, de l'actual play de qualité. Voilà. Si vous voulez m'entendre faire une voix de Dara Kokra dans un jeu de rôle, et voilà. Je sais pas si tu le vends très bien. C'est réel. Écoute. Cette voix pendant 3-4 heures, Maxime. C'est ça, vraiment. Et c'est Maxime du coup pour la blague. C'est Maxime, le maître du jeu. Mais voilà, on t'embrasse. Effectivement, en termes de live action, on n'a pas forcément beaucoup d'exemples parce qu'en fait, on en arrive peut-être à un point aussi qui est intéressant, c'est que en fait, c'est dur de représenter en live action des séries, enfin du jeu vidéo. Et je trouve que finalement, on a aussi beaucoup de séries d'animation qui sont issues de jeux vidéo. On a eu du Tomb Raider récemment, on a eu du Castlevania et d'autres, du Cuphead par exemple. Edge Runners. Ouais, c'est ça, Cyberpunk a été adapté aussi. Et en fait, moi je trouve que effectivement, on devrait faire plus d'animation pour adapter ces univers, parce qu'on perd tellement, Briac le disait, dans une espèce de folie, dans le côté irréel que peuvent avoir aussi bien dans les trajets, dans les pouvoirs des personnages et tout ça. Faites plus d'animation. Parce que, à l'image de Star Wars qui adapte en live action des éléments animés de ces séries, enfin des éléments de ces séries animées, on y perd énormément en live action. Là où l'animation permet vraiment de sublimer aussi bien le côté narratif que le côté un peu plus déjanté du gameplay. Donc je trouve que le live action pour l'instant, à part effectivement Fallout et dans une autre certaine mesure The Last of Us, on n'a pas beaucoup d'exemples qui se sont pas cassés les dents et qui sont pas effectivement pas ouf. Bref, après je pense qu'en animation tu perds forcément une grosse partie du public. C'est clair, il y a vraiment plein d'adultes qui peut-être que ouais. Arcane va changer un peu la donne, parce que pour le coup c'est quand même un mix de moi de ce que j'ai vu, de plein de gens qui regardent pas spécialement de séries d'animation et de plein de gens qui vraiment ne jouent pas du tout à League of Legends et qui ont adoré Arcane quand même. Donc il peut y avoir des passerelles, mais c'est vrai que moi-même si tu me dis j'adapte Metal Gear Solid 3, je vais être là trop bien en série animée, je fais ok. C'est con hein, mais parce que je suis vraiment dans la team, l'animation c'est pas que pour les enfants et tout, mais moi-même je vais jamais être aussi hypé pour une série d'animation que pour la nouvelle série du dimanche sur HBO quoi. Ouais. Et ce sera de plus en plus simple aussi, tu vois, d'adapter en live action. Enfin, je peux pas m'empêcher, quand on parle d'adaptation en live action, je peux pas m'empêcher. Et on fait un pas de côté. Tu m'autorises un petit pas de côté ? Allez. Disney qui adapte à tour de bras. Alors apparemment il se calme, mais les adaptations live action non, ils ont validé Lilo et Stitch 2 là. Oui, mais ils ont dit je crois sur Hercule ou je sais plus sur La Belle et la Bête, je sais plus ils ont fait La Belle et la Bête. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils ralentissaient les live action parce que ça ne marche pas, à part Lilo et Stitch effectivement, mais les derniers sont un peu cassés la gueule puisque c'est des très mauvais films. Et du coup, force est de constater que le côté live action perd et jamais ils feront un espèce de remake animation par rapport au truc de base, tu vois. Oui, ça serait vraiment une boucle, t'imagines. Dans 10 ans, ils vont refaire des remakes live. La princesse et la grenouille, mais en 3D. Ouais, bon, allez, ça suffit. Après, c'est aussi parce que peut-être on est tous autour de la table passionnés d'œuvres de genre, qu'on pense à des jeux vidéo qui sont très loin de nos réalités. Il y a aussi des jeux vidéo qui se passent dans le monde tout à fait réel, où du coup c'est pas si enfin on parlait de GTA par exemple, on pourrait faire une série un peu, je sais pas, un peu criminelle, un peu sexy à Miami en mode Vice City, ou une série un peu je crois que c'est, je sais plus quel GTA c'est, où c'est 3 persos un peu mafieux. Mais même Red Dead Redemption 2, beaucoup en parlent, puis il y a des fans qui s'imaginent des castings de rêve pour adapter, et vraiment encore une fois on revient sur ce que disait Briac, à mon sens, le film Red Dead Redemption 2 est tellement cinématographique dans son essence que ça n'aurait pas la moindre. Si vous voulez Red Dead Redemption 2 en film, jouez à Red Dead Redemption 2. Vraiment. Bah ouais, mais non, je vais jamais jouer à Red Dead Redemption 2 parce que j'ai ni le temps, ni la console, ni l'envie de jouer à un AAA qui est vraiment un style de jeu où action-aventure qui est certes très mainstream, mais quand ça te plaît pas, enfin pour moi c'est un vrai blocage quoi. Tu me mets sur un cheval, je suis contente, tu me donnes des flingues, je suis là. C'est là qu'intervient quelqu'un qui dit hey, si on l'adaptait. Si on prenait Clint Eastwood pour tirer lui-même et comme ça Mimi elle peut juste regarder. Bah ouais, super.
Après, Red Dead, c'est le Far West, il faut recréer une époque et tout, tu vois. Je pense qu'il y a des jeux plus adaptables que d'autres. Et on n'a pas, je sais pas, j'y pense maintenant, mais qu'est-ce que l'IA va changer aussi là-dedans, tu vois, ce sera beaucoup plus simple et tout, mais c'est un autre sujet. On espère que ça disparaîtra, écoute. Est-ce qu'il n'est pas temps, mesdames et messieurs, de répondre à la question qu'on s'est posée au tout début ? On oublie les cow-boys, on oublie les vaults, on oublie tout ça. On a parlé des zombies, on a parlé cordyceps. Est-ce que c'était, oui ou non, une mauvaise idée d'adapter The Last of Us ? Écoute, je pense que sur le papier, c'était une excellente idée de l'adapter. Force est de constater que à l'issue de cette saison 2, ils sont en train de perdre un peu le mojo, et moi je trouve que finalement c'était peut-être la solution de facilité. D'ailleurs, on avait fait une émission qui parlait de la saison 1 et on se posait déjà la question de savoir si c'était pas un peu la solution de facilité. Je trouve qu'à l'issue de cette saison 2, c'est un petit peu ça. C'est un peu, on est dans des chaussons, c'est pas compliqué à adapter, et pour le coup, est-ce que c'était à faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de joueurs qui te diront que finalement ça apporte pas grand-chose. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Non, mais bien. Briac. Alors, est-ce que c'est une mauvaise idée ? Moi, je vais faire provoque, je vais dire oui, mais parce que en fait, je pense à ce que vous étiez en train de dire sur Red Dead, sur GTA aussi. Moi, j'aurais envie de te dire que tu vois, GTA et Red Dead, l'intérêt de ces jeux, c'est que justement, tu joues un western, tu joues un film de gangster où c'est toi qui participes. Oui. Donc en fait, pour moi, les adapter, ça a peu d'intérêt parce que je les ai déjà tous ces films, toutes ces séries. Et en fait, The Last of Us, c'est un mélange de La Route, des Fils de l'Homme et avec des trucs de films de zombies où je suis le héros. Donc ça, c'est intéressant. Venir l'adapter, d'autant comme je disais que c'est un jeu qui repose quand même... il y a beaucoup de cinématiques. On peut déjà se faire, si on veut, on se fait la compilation de cinématiques sur YouTube. J'ai mon histoire et tout. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc pour moi, à la rigueur, c'est une mauvaise idée. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être original. On peut tout à fait faire une très bonne série avec des choses qui ont déjà été vues. Donc je dirais plutôt peut-être que c'est une mauvaise idée de l'adapter comme c'est adapté là. Avec cette volonté d'être ultra fidèle quand même au récit et en prenant pas assez parti, enfin en exploitant pas assez le côté sériel, justement comme ils l'ont fait dans la saison 1 avec cet épisode de Bill et Frank qui est donc un truc qui est évoqué dans le jeu mais auquel on n'assiste pas. C'est une ligne dans le jeu. Voilà, c'est ça. Et s'ils faisaient plus ça, et s'ils se décollaient des jeux, et s'ils faisaient pas comme j'ai vu que Craig Mazin il a dit, on dépassera jamais les jeux. Il faut que les jeux sortent avant qu'on les adapte. Non, justement, va plus loin. Fais comme The Leftovers avec Lindelof. Invente ta suite. Fais comme Game of Thrones. Adapte la suite alors qu'elle n'est pas encore dispo. Et après, tu changes ce que les gens n'ont pas aimé. Ça peut très mal se passer. T'as juste les grandes lignes et tu sais juste qu'il faut y arriver. Mais voilà, osez quoi. Donc en fait, c'est plutôt... Finalement, c'est l'adaptation telle qu'elle se fait qui est peut-être une mauvaise idée. Ouais. Oui, je peux pas dire que c'est une mauvaise idée perso d'adapter puisque clairement je ne connaîtrais pas l'histoire de The Last of Us s'il n'y avait pas eu la série. Je pense que c'est aussi le fait que, en tout cas sur cette saison 1, et même si cette saison 2 elle est un peu en dessous, on reste sur quand même, ça reste HBO, ça reste quelque chose de très quali par rapport à déjà beaucoup de séries actuelles, mais aussi beaucoup d'adaptations de JV tout court et aussi beaucoup de séries de genre actuelles. C'est pas comme si on avait 12 bonnes séries de zombies, parmi lesquelles il y a The Last of Us. On n'a pas de bonnes séries de zombies depuis peut-être Walking Dead saison 1. Donc pour moi, c'est forcément une bonne idée d'adapter The Last of Us. Après, est-ce que dans l'exécution, il y a des choses sur lesquelles le côté adaptation finit par desservir la série ? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que je serais là day one pour la saison 3 ? Oui aussi, quoi. Enfin, on va pas se mentir, il y a aussi l'aspect réunir plein de gens, à la fois des gamers qui connaissent l'histoire, des gens qui la découvrent, des gens qui peut-être, ça fait des années qu'ils prennent la tête de leurs potes avec ce jeu vidéo et leurs potes ils veulent pas jouer aux jeux vidéo et là, on en connaît trop bien comme ça, Guillaume, si tu regardes. Et tout. En fait, ça a aussi un esprit de communauté. On ferait pas une conversation depuis 2 heures s'ils n'avaient pas fait cette série. Donc, comment dire que c'est une mauvaise idée ? C'est vrai qu'on a mis tout ça sur pied. Waouh, c'est dingue. Incroyable conclusion. Posez-moi la question. Écoute, Charles, est-ce que c'était une bonne idée d'adapter The Last of Us ? Oui, vraiment. Ok. 2 heures pour en arriver là. Non, moi, j'irais juste rapidement que on est sorti un peu dans cette discussion. J'aime pas et tout ça. Moi, pour dire ça très simplement, moi j'ai plutôt bien aimé cette saison 2. Et au regard du produit final, j'ai envie de dire non, c'était pas une mauvaise idée. Parce que de toute façon, moi j'ai ces trucs de dire c'est pas ma thune. Donc au pire, dans le pire des cas, je reviens sur Halo. Au pire, j'aurais regardé un épisode, 10 minutes.
C'est abusé. Pour un docteur en série, dirait jamais un truc pareil, vraiment. Voilà, qu'un doctorat sur les séries. Bon bref. Non, mais vraiment, c'est pas mon argent. Au pire, j'aurais arrêté. Et j'ai quand même vu. C'est la série qui m'a donné envie de me relancer dans le jeu. Donc quelque part, j'ai fini le deuxième jeu parce que j'ai repris la série et que j'ai surkiffé le deuxième jeu. C'est un chef-d'œuvre. Et je trouve qu'elle tire quand même son épingle de jeu dans la complémentarité qui vous semble être un truc soit secondaire, soit anecdotique, soit machin. Bah, moi, je trouvais ça bien. Il y a des trucs bonus où je me dis ça c'est pas dans le jeu, ça machin. Mais parce que je fais l'erreur de comparer les deux. Et au pire, les gens regardent pas. Et je voudrais pas qu'on se prive. Déjà, je voudrais pas qu'on se prive de bonnes adaptations parce que il faut pas le faire, parce que les gens sont critiques. Et surtout, j'ai pu lire. Attention. Oh là là, il a enlevé ses lunettes. Pose les questions. J'ai pu lire. Ça dérape. J'ai pu lire sur X, pour ne pas le nommer. D'accord, mais ça commence bien. Il y a des gens, parce que la saison 2 c'est pas qu'elle a été moins bien reçue que la première, mais c'est que j'ai eu pas mal de critiques, pour faire simple. Et j'ai pu entendre mais en même temps le personnage d'Ellie il est pas assez consistant, il y a plus Joël, donc ça n'a plus d'intérêt. Ouais. Connerie. Et je voudrais pas que la faute retombe sur Bella Ramsey qui en a pris plein la gueule avec le rôle de Ellie pour moult raisons qu'on n'évoquera pas ici. Je voudrais pas que les faiblesses soient imputées à Ellie et à Bella Ramsey, puisque Ellie est un personnage extraordinaire dans le jeu. Abby qui arrive aussi. Et préparez-vous parce que la saison 3 repose uniquement sur 2 femmes, donc presque 3. Le teasing. Non mais voilà, donc il faudrait pas non plus que parce que Pedro Pascal le daddy de tout le monde et puis là il s'est fait latter la gueule et trancher la gorge que la série vaut pas le coup. Heureusement que ces critiques ne sont jamais fondées sur la qualité réelle de ces actrices, mais sur la misogynie des gens qui les prononcent. Notamment. Oui, et puis là, dans tout ce qu'on a pu reprocher à cette saison 2, il y a vraiment rien qui tournait au jeu d'acteur ou à la prod. Les décors, ils sont beaux, les zombies restent hyper crédibles, l'action, elle marche bien. C'est plutôt en termes d'écriture et de rythme qu'il y avait des choses à redire. Et c'est 100% la faute de Neil Druckmann, voilà. Envoyez-lui des DM. C'est un coupable que vous voulez. Regardez. Je pense que c'est une bonne idée d'adapter Last of Us, et c'est très bien que ça marche bien. Mais j'ai un peu peur que ça colore trop. Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation prestige de jeu vidéo? Genre, il faut qu'on ait un jeu vidéo avec une histoire hyper forte. Il faut que l'auteur y soit impliqué. Il faut qu'on ait des acteurs et actrices qui sont déjà quand même, pour Pedro Pascal, connus et appréciés du grand public. Il faut qu'on ait un truc un peu noir, réaliste, machin. Moi, je veux aussi voir BioShock avec plein de couleurs et des trucs vraiment très variés. Bien sûr. Je pense que c'est le seul risque, c'est qu'on ait un peu un effet de mode où pendant quelques années en tout cas, peut-être toutes les adaptations de jeux vidéo elles vont un peu ressembler à Last of Us. Et pour le coup, moi j'ai envie de voir autre chose. C'est pour ça que Fallout, c'est très bien que ça coexiste, quoi. C'est une toute autre vision de l'adaptation d'un jeu vidéo en série. On n'oublie pas le livre de 3rd Edition de Last of Us. Que reste-t-il de l'humanité qui est à gagner? On vous rappelle, vous mettez en commentaire de cette vidéo le prénom de votre personnage préféré de cette saison 2 de Last of Us et votre avis aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pouce bleu, c'est toujours pouce bleu? Oui. Pouce en l'air en tout cas. Pouce en l'air à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne de CHP parce que c'est un mec super. Il paraît. C'est très vrai. Il fait des quiz pas piqués des hannetons, à ce qu'on m'a dit. Et il est gaulerie. Pardon? Non, j'ai dit qu'il est gaulerie. Il est gaulerie, bref. Arrêtez. Merci beaucoup de nous avoir regardés. On espère que cette émission vous a plu. Merci les gars et surtout merci Mimi d'être venue pour jusqu'à l'invitation. nous. Rendez-vous compte. C'était super. On adore t'avoir dans Spoilers. J'espère que ce plaisir partagé petit échange t'a plu. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Globalement, c'est notamment exemple ton Linktree. C'est MYMYHGL. Mon nom de famille commence par un H. C'est Mimi Hegel, à l'alsacienne, n'est-ce pas? Donc j'ai viré les voyelles parce que c'était compliqué pour tout le monde. Donc MYMYHGL sur toutes les plateformes. Sur Google limite en fait. Sur Google, sur Linktree, sur Instagram, sur Twitch, sur Patreon, sur Blue Sky. Sur Blue Sky. Je l'ai tenté, c'était vrai. Donc c'est vraiment. Et en description même de cette sur vidéo. Thread pour te dire. Et tu es également sur Fnac.com puisque tu viens de sortir un livre avec Naval Stouli qui s'appelle C'est moi l'influenceur ou l'influenceuse. Tout à fait. Voilà. En quelques mots. Alors où on se parle, ça vient de sortir. Alors vous écoutez, c'est dispo depuis un moment dans vos librairies et médiathèques préférées. Et un succès, on anticipe déjà. C'est déjà un best-seller selon le New York Times. Mimi, cette rupture de stock en 48 heures. Vous m'avez vu cet été dans tous les médias, bien sûr, la Légion d'honneur, on en parle. C'est un guide pour comprendre le milieu de l'influence. C'est principalement à destination des jeunes, donc collège, lycée, qui... En fait, c'est le premier rêve maintenant des ados, c'est le premier rêve professionnel, c'est d'être influenceur ou youtubeur ou streamer. Donc c'est expliquer les réalités du métier et plus largement de ce qu'on appelle la creator economy, donc tous les autres rôles
qui font que c'est un vrai marché, une vraie économie. Nawel Stouli, elle a fait des deux côtés, je dirais, qui est donc ma co-autrice, elle a fait des deux côtés de la caméra puisqu'elle a été booktubeuse très tôt, bien avant que ce soit cool. Et maintenant, elle est agente, donc elle représente des créateurs et créatrices de contenu auprès des marques, des annonceurs, etc. Et moi, j'ai l'œil de créatrice de contenu et ancienne journaliste. Et voilà, l'idée, c'est d'aider les ados et leurs parents à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment travailler dans l'influence et un petit peu aussi à naviguer de façon safe sur Internet. L'addiction hyper réseau, cool. ça. Il y a même des influenceurs, je pense à Manon Bril notamment, qui est une sorte d'interview qui explique un peu sa journée type, tu vois. Il y a aussi montré que c'est un métier qui n'existait pas il y a pas si longtemps, donc c'est hyper intéressant. Très didactique. Plein de gens didactiques. Non mais ça parle même des pourcentages, je crois qu'il y a même un délire... il y a des chiffres, on parle d'argent, combien ça coûte une collab, selon ton nombre d'abonnés. On essaye vraiment d'être concret pour sortir de l'image de t'as l'impression qu'il suffit de se lancer et démystifier un peu que tu fais tout seul, alors qu'en fait non, il y en a beaucoup qui ont des équipes et heureusement et puis aussi les questions pratiques de quand t'es mineur, est-ce que t'as le droit de gagner de l'argent, est-ce que t'as le droit d'ouvrir un compte bancaire, voilà, des choses comme ça quoi. Ouais, donc n'hésitez pas, on vous met un lien vers une librairie indépendante qui permettra de vous procurer le livre. On essaiera de trouver ça sur Rennes, si propose, c'est carrément cool. Oh oui. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve principalement sur Instagram et sur Blue Sky si vous voulez nous suivre. Exact. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez encore une fois nous soutenir. C'est probablement le plus gros soutien que vous puissiez faire, c'est en parler à vos copains et vos copines et dire hey, c'est Last of Us, il y a des gens qui en ont parlé sur Internet. Vous êtes en train de faire votre cuisine, votre ménage, vous la mettez en fond, là c'est très bien. Non, regardez, on est beau, vous avez payé les câbles et tout, regardez, c'est en 4K. Franchement, en 4K, c'est des lights et tout. Ça a été une galère en termes de carte SD si vous saviez, donc vraiment franchement. Mettez-le sur votre télé alors. Voilà, n'hésitez pas. Merci encore une fois à Third Edition pour ce magnifique livre qu'ils nous ont procuré. Un petit mot, les gars, pour finir ? Bah non, c'était cool. On a merci à l'équipe. Le mec me coupe. Oui, parce que j'avais peur que tu conclues alors que vraiment j'ai oublié de... Si, regardez-moi ça, tout ça. Tu nous fais un panel là sur les 3 cams d'affilée, tout ça. Moi, j'y suis pour rien du tout. C'est des gens qui sont ici. Théophile qui est derrière la caméra et également Maxime qui est derrière la caméra et en régie aussi. Merci les gars pour tout votre taf. C'était super. Merci. Et Luna Web qui nous a accueillis, c'est un peu ridicule parce que toi t'as fait ça, moi j'ai applaudi, c'est bizarre. Justement, c'est la preuve que c'est spontané. Vous voulez de la spontanéité, vous êtes au bon endroit, vraiment. Et merci à Luna Web aussi qui nous a accueillis dans ces beaux lieux climatisés. Oh oui. Tu allais dire quoi, Guillaume, de super intéressant que je t'ai coupé? Dire que j'ai passé un excellent moment avec vous trois. On a très envie de recommencer ça. On a des petits projets d'ailleurs dans les mois à venir, effectivement, dans d'autres contextes. Peut-être que la prochaine vidéo ne sera pas tout à fait ici. Peut-être dans un contexte. Arrête. Au Stade de France. Arrête. Pas au Stade de France. Pas on sera toujours jouer. dans l'intimité de quelques micros et de quelques cams. Mais voilà, il y a plein de gens à Rennes qui font des trucs très cool. On va faire des trucs un petit peu avec eux. Et puis sinon, il y a plein de sujets à aborder à l'avenir. Oui, est-ce que vous avez une idée des prochaines séries que vous comptez traiter Je sais qu'il y a Fallout qui revient en décembre. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres séries que vous avez sur votre radar ou pas encore? On est très à la bourre, pour être honnête. Donc non, on peut pas vous dire pour l'instant. C'est ça. Mais par contre, j'y pense. Dites-nous qui vous souhaiteriez. Nous, il y a plein de gens qu'on a envie d'inviter, mais peut-être des gens que nos abonnés et nos followers voudraient voir dans l'émission. Si vous avez des noms, notamment des gens, on ne cache pas, nous on est en Bretagne, donc tu vois, si ça peut être des gens aussi à proximité, mais également des gens qui sont sur Paris, on a envie de s'ouvrir à plein de gens. Et voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, petit like, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spoilers. Salut. Bye. Salut. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Lane Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Lane Rider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.